Qu'est-ce qui fait d'Elden Ring un monde ouvert si particulier? En quoi son world design est si unique et supérieur à tout ce qui a été fait avant et après? Pourquoi c'est une référence dans l'industrie et pour tous les studios de développement qui veulent faire du monde ouvert? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Clément Demaré. Vous regardez Pattern, l'émission dédiée à l'industrie du jeu vidéo et ses coulisses. Ici, on parle autant des métiers et des personnes qui font partie du secteur vidéoludique que de game design, du quotidien des devs ou encore de conseils pour y travailler. Aujourd'hui, je reçois Clément Demaré qui est lead level designer chez Cyanide depuis plus de 9 ans et qui a travaillé entre autres sur Styx, Shards of Darkness, Werewolf The Apocalypse ou encore Call of Cthulhu. Dans un premier temps, il va nous expliquer en quoi consiste son métier en abordant ses procédés de création, les outils qu'il utilise et bien d'autres aspects du level design. Dans un second temps, il va analyser pour nous le world design d'Elden Ring, considéré par beaucoup comme étant un des meilleurs mondes ouverts. Pour accéder à cette partie, vous avez le timecode directement dans la description de l'épisode. Une dernière chose avant de débuter l'émission, j'ai un bon plan pour vous. Si vous souhaitez travailler dans l'industrie du jeu vidéo, vous pouvez suivre des formations de la GDMK, qui propose des formations en game design, et qui est le premier incubateur en ligne pensé pour les développeurs et les développeuses qui ont l'ambition de vivre de leur propre jeu vidéo. Donc si vous aussi vous souhaitez travailler dans l'industrie du jeu vidéo ou développer des compétences en game design, je peux vous faire bénéficier de 10% sur leur formation grâce au code promo ZG10. ZG10. Pour en savoir plus sur leur formation, vous pouvez aller directement sur leur site gdmk.io ou aller sur la vidéo dans laquelle j'ai reçu le fondateur de la GDMK, Malik Amish. Allez, c'est parti pour l'émission maintenant. Alors, salut Clément, est-ce que tu peux nous présenter du coup le métier de level designer en quelques mots? Salut, oui. Alors, pour simplifier une première approche, le level design consiste à l'élaboration d'espaces de jeu. Donc, on va définir dans quoi les joueurs vont jouer, donc quelle est la taille des espaces, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, qu'est-ce que ça raconte. Globalement, on veut vivre, on veut aller dans un château, il faut faire un espace de château qui ressemble à un château quand tu es dedans. Pareil, si tu fais dans un hôtel, enfin, toutes sortes de réflexions autour de l'espace et de ce qu'on y met dedans. En gros, il y a une partie un peu applicative du game design, là où les game designers vont réfléchir les règles de jeu. Ils vont définir, bon, telle règle fonctionne de telle manière. Nous, on va prendre ça pour les mettre dans un espace de jeu, tout simplement. Ok, et donc il y a un autre aspect qui s'appelle le world design. Ouais. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer la différence entre level design et Ouais. world design et nous définir également ce que c'est le world design? Du coup, alors le world design, en fait, va être la conception de monde, dans le sens où on garde un peu l'aspect world design de création d'espace. Et cette façon, on va s'attarder sur quelque chose à l'échelle d'un monde ouvert, quelque chose d'assez à la mode. Et en fait, ça va être un peu la même logique de réflexion de, OK, on a un monde complet, comment on le structure, quels vont être les espaces de jeu, quels vont être les espaces d'exploration, et comment tout ça va se goupiller, se mélanger pour faire un monde crédible et agréable à explorer. Ok. Alors du coup, comment on structure un world design? Alors du coup, il y a une vieille méthode qui date de l'époque de la création des parcs d'attractions, donc notamment de Disney, globalement, qui est du coup une structure en trois formes. Donc on a ce qu'on appelle le monde, donc qui est vraiment l'entièreté du parc, donc l'entièreté du world design. Ensuite, quand tu descends d'un niveau, tu as ce qu'on appelle les lands, donc les terrains. Donc, par exemple, c'est là où, quand tu regardes une carte de Disney, tu as Fantasyland ou ce genre de choses. En fait, c'est des regroupages thématiques de quelque chose qui est plus petit encore, qui sont les attractions. Donc, les attractions sont dans des lands. Donc, tu as un land A, B, C, D. Par exemple, on peut avoir un land spécifique à la forêt, on peut avoir un land spécifique à la neige, ce genre de choses. Et dedans, on va mettre des attractions qui sont un peu en rapport. Et du coup, les attractions, c'est comme dans Disney, c'est un atelier où on est censé avoir du fun. Voilà. Donc, en gros, la structure d'un world design, c'est ça. C'est on a le monde qui est découpé en plusieurs zones. Et donc, chaque zone, les designers, les world designers et les level designers, main dans la main, vont essayer de définir des choses intéressantes à faire dans ces landes. Alors, quand tu me parles du coup de différence entre level design et world design, en fait, le level design, ça va être une partie minime du world design du coup. C'est ça. En fait, tu as ceux qui vont réfléchir le monde et comment il est cohérent lui-même et comment les terrains s'agencent les uns aux autres. Donc, c'est vraiment une partie très grosse, très large. Parce que quand on parle de terrain, c'est des choses qui font. C'est quelque chose comme 200, 300, 400, 500 mètres de terrain. Et en level design, on a rarement des terrains aussi larges, où généralement, c'est plutôt des couloirs qui se connectent, ou des grandes salles connectées les unes aux autres. Généralement, on parle de connexion, oui, de l'ordre de peut-être de 20 mètres de large. C'est des grandes zones, des grands hangars ou quoi. Mais on fait Ouais. vraiment des trucs de la taille de terrain d'exploration, en fait. Donc, effectivement, c'est généralement le world design, on peut le voir comme le level design macro. Là, le level design va se concentrer sur des attractions en elles-mêmes. Et le world design garantissant que les navigations sont fluides entre chaque attraction, les points d'intérêt, enfin, plein de sujets qu'on va aborder, que le design fait très bien. Et voilà, quoi. Et qu'est-ce qui est le plus dur à concevoir entre les deux? Je pense que les Power Challenge,
Je pense que la plus grande difficulté du world design, c'est s'assurer qu'à chaque instant, quand on s'arrête et qu'on regarde le monde, il y a quelque chose d'intéressant à voir qui nous donne envie d'aller voir. Hmm. Par exemple, Breath of the Wild fait aussi plutôt bien. C'est une de ses grosses qualités. Elden Ring aussi, et qui peuvent pêcher dans certains autres jeux où on ressent pas ce besoin ou cette envie de ah, je regarde là, puis il y a ça qui m'attire, qui me donne envie d'y aller. Il y a vraiment ce côté, un bon world design censé te donner l'envie de tu as quelque chose de prévu, mais finalement, il y a une perche qui t'est tendue à un moment, puis tu la prends. Et Ouais. tu pars pour 50 minutes, 1 heure. Donc, vraiment, world design est censé avoir ça. C'est un chemin prévu que toi, tu voulais faire en disant tiens, je vais faire tel objectif. Et finalement, le world design t'a un peu naturellement guidé vers autre chose en disant tiens, il y a ça qui est cool, qui est pas très loin. Par Ouais. exemple, Witcher 3 fait très bien ça aussi, Oui. Ouais. qui donne très envie de ça. Il est un peu aidé aussi par sa mini-carte, qui aussi Hmm. te rassure dans le fait que tu vas pas retrouver ton chemin. Mais voilà, vraiment, un bon Warden est censé faire ça, c'est te comprendre la ligne directrice, mais toujours te donner envie avec plein de petits appels de tiens, si j'allais regarder à droite, si j'allais regarder à gauche, toujours dans la direction de là où on veut globalement, mais sans vraiment aller faire du tout, hein. D'accord. Et du coup, après, oui, je pense que, par exemple, en fait, il y a deux façons globalement diamétralement opposées de faire de l'open world, deux visions qui s'opposent, et ça tombe, on en a analysé aujourd'hui, c'est Elden Ring, et qui est opposé à ce qu'on qualifie de la formule Ubisoft. Donc, il Hmm. n'est pas utilisé que par Ubisoft, hein. Par exemple, si on prend un autre jeu, tu as, Horizon, la série des Oui. Horizons. À fond, ouais. Tu as Hmm. Spider-Man le premier du nom qui le reprenait, tu as les Shadow of War qui la reprend. Enfin, voilà, c'est la formule qui a beaucoup plu à une période. Et du coup, beaucoup de Hmm. studios AAA, comme beaucoup, hein, se sont copiés. Et c'est pour ça qu'on a vraiment, on était abreuvé, on voyait que ça comme open world. Et du coup, ça a un axe à part, la formule Ubisoft. Et du coup, il y a vraiment une opposition entre ce que tu peux voir comme de la consommation de l'open world, donc la partie formule Ubisoft, et vraiment à l'opposé du coup Elden Ring, et on peut mettre Breath of the Wild dans le coin, qui va être plutôt la découverte de contenu. Oui. Donc, quand on a la découverte de contenu, prenez sur, je te donne le moins de trucs possible. Genre, Hmm. tu as Hmm. un global goal, un objectif majeur de fais ça. À la fin, Breath of the Wild, c'est Bad Ganon, globalement. Elden Ring, devenir le roi, réussir à battre des boss, mais franchement, il n'est pas très direct sur qu'est-ce que tu vas faire concrètement. Tu sais que tu as des Ouais. boss majeurs à battre, mais il est plutôt nébuleux là-dessus, ce qui rend un marrant. Alors qu'à l'inverse, un Ubisoft, une formule Ubisoft, ça va dire tout ce que tu as à faire comme contenu, et même en mode un peu checklist, tu vois, genre, Hmm. une Hmm. carte de Elden Ring, elle est vide, et en fait, tu la remplis avec ce que tu fais. Donc vraiment, c'est une sorte de témoin. Une fois que tu as fini ta partie d'Elden Ring, qu'on verra ensemble, c'est un peu un témoin de tout ce que j'ai fait. Tu vois. C'est, Hmm. ah, Ouais. t'as vu tout ça, t'as la carte qui commence à se remplir. Alors qu'à l'inverse, la formule Ubisoft va plutôt prôner un mode checklist, en mode, je te dis tout ce qu'il y a à faire dans le jeu, puis tu vas finir par la vider. Ouais. Et c'est vraiment deux visions complètement opposées du world design. Hmm. Et Hmm. ils sont pas plus mal l'une que l'autre, hein. C'est juste, en fait, il y en a une qui tombe un peu en désuétude. Je pense que la formule Ubisoft, pas forcément que à cause de la formule, hein, c'est aussi la qualité des jeux potentiellement qui peut déplaire de moins en moins, etc. Mais oui, je pense qu'il y a la formule évolue, c'est une bonne chose, hein, que Breath of the Wild a un peu apporté avant ce fraîcheur en Hmm. Hmm. 2016, parce que ça, il fallait, c'était une prise de risque, hein, quand même, parce que genre, tu regardais à l'époque, il y avait vraiment que des jeux formule Ubisoft, mais genre c'était l'équivalent de genre 5-6 open world par an, quoi. Hmm. Donc, et Ouais, qui ouais. utilisait la même formule. Donc sortir un Hmm. truc, on dit Hmm. on va pas du tout faire la même chose, c'est quand même assez possible, quoi. Genre, c'est trop cool en vrai. Ouais, bah c'est vrai que ce truc de... comme tu dis, la formule Ubisoft où t'es vachement tenu par la main, là où avec Breath of the Wild ou Elden Ring, tu es lâché dans la nature, littéralement. Oui, pour le coup, c'est des expériences complètement différentes. Une qui est peut-être plus immersive que l'autre, hein, justement celle où tu as plus de liberté, où tu risques aussi de te perdre un petit peu, mais après, peut-être que ça, tu peux l'expliquer, mais Ouais. le level design est assez bien pensé, ou le world design est assez bien pensé pour que, dans tous les cas, tu reviennes à un moment donné sur ta quête principale, même si je t'ai perdu 5 heures, 10 heures un peu ailleurs à faire de l'exploration, de la quête annexe, bah au final, tu vas retrouver le fil. Oui, c'est Mm. ça. Il y a plusieurs techniques de guidage dont on verra ensemble, notamment les premières mythes de Elden Ring, hein, elles marchent très bien quand tu es dans l'open world, à base de donc, ce qu'on appelle un landmark, donc un point d'intérêt majeur dans le niveau. On a aussi du guidage au sol, notamment tout ce qui est route, etc. Donc les textures en elles-mêmes du terrain, en fait, se mettent à Ouais. faire du guidage. Tu as aussi des panneaux de signalisation, par exemple dans un Witcher, qui essaie d'être très immersif là-dessus. Enfin, Ouais. il y a plein de petites choses en fait, qui aident et qui peuvent te rassurer dans le sens. Mais par contre, effectivement, là où un Formule Ubisoft va plutôt éviter toute friction, et c'est vraiment son but, c'est pour ça qu'en fait, finalement, tu n'as pas ce genre de problématique, parce qu'ils veulent vraiment éviter toute friction, pour vraiment que les gens soient le plus contents possible et le moins de problèmes avec le jeu. Mm, Là où en mm, fait un Elden Ring et un Breath of the Wild vont assumer les défauts de l'exploration en fait. Et mm, des mm. fois, en fait, il y a même des zones où l'exploration dans Elden Ring, notamment sur des zones plus micro en level design, elle n'est pas folle. Genre, mais c'est assumer les défauts, toi. Genre, il y a deux, trois fois où effectivement le LD n'est pas fou, sur l'expérience globale qui est incroyable, donc c'est pas très grave. Ouais. C'est aussi assumé, toi. Genre, effectivement, ça fait que si ton level design il tombe un peu derrière, la formule découverte du contenu que fait Elden Ring, surtout si tu n'as pas un level design correct derrière et qui tient debout, ça, tu vas tomber. Parce que les gens ne comprennent pas. Ouais. Moi, juste pour rebondir un petit peu, là, le dernier jeu Ubisoft que j'ai fait, c'est Star Wars Outlaws. Ouais, Et je trouve que, justement, alors là,
on est sur un faux monde ouvert, on est plus sur des zones ouvertes Mm. et qui peuvent s'enchaîner un peu à la Outer Worlds, j'ai envie de dire. Ouais. Et, euh, et je trouve que quand même les zones ouvertes sont assez réussies justement sur ça. T'as ce truc-là de, comme tu l'as présenté, hein, j'ai un objectif A qui est un peu loin, et tu peux me perdre dans tous les cas en y allant sur la route parce qu'il y a un petit peu des points d'intérêt, mais qui sont pas faits de la manière un peu grossière, voilà, sur les points sur les cartes ou Ouais, quoi. c'est pas des campements dupliqués que tu reconnais avec les mêmes archétypes C'est d'ennemis dedans. c'est ça, c'est mieux fait. Bon, c'est parce que je pense aussi de l'évolution d'Ubisoft qui essaye de faire des choses un petit peu différentes, parce qu'ils ont compris que, je pense, leur modèle a un petit peu lassé les joueurs. Et mais ouais, j'ai trouvé ça bien tenté, assez bien réussi, tu vois, sur Star Wars Outlaw. Je sais pas si t'as eu l'occasion, toi, de jouer à ce jeu-là. Ouais, bah justement, j'ai fait une vidéo dessus sur Outlaws où je parlais de Ah, l'infiltration. Je m'étais concentré vraiment sur l'infiltration. ouais. Et justement, je disais que, parce qu'en fait, il y a des gens qui reprochaient au jeu le fait d'être une formule Ubisoft. En Hmm. fait, c'est peut-être l'un des jeux. Alors, j'ai pas joué à Avatar, par contre, on m'a dit que c'était à peu près le même délire. Ouais. Et en fait, c'est l'un des jeux qui, moi, de mes connaissances, depuis les 10 dernières années sur les jeux open world de Ubisoft, c'est un des jeux qui s'est le plus éloigné de la formule. Il y a Ouais, toujours des petites brides de formules, bien sûr. mais pas au point de pouvoir l'attaquer. Et que, effectivement, si les gens n'ont pas aimé Outlaws et c'est leur droit, pour moi, c'est pas la formule à remettre en cause, mais ce qu'il y a dedans, en fait. Et Hmm, ça a hmm, toujours hmm. été le cas, en vrai. C'était le problème de Valhalla, c'est pas forcément la formule Ubisoft, c'est à quel point il l'éculait pour remplir 200 heures de jeu. En fait, c'est surtout ça. Genre, passer envie de jouer à 30 C'est heures à un ça. jeu copier-coller, tu vois. Et Hmm, je pense hmm, pour hmm. moi, c'était plutôt ça le problème. C'est pas la formule en elle-même, c'est comment elle est utilisée, appliquée, et fondamentalement ce qu'on met dedans comme jeu, tu vois. On va revenir un petit peu sur le level design de manière plus concrète, en tout cas sur le métier de level designer. Alors du coup, quels outils on utilise dans l'industrie pour concevoir des niveaux justement pour faire du level design? Alors, de façon principale, et qu'il y a dans 100% des cas, ça va être un moteur de jeu. Donc, le moteur sur lequel on fait le jeu. Là, ça va dépendre du studio. Mais nous, par exemple, on a Unreal. On utilise Unreal Engine 5 là, actuellement. Il y a des studios, par exemple Ubisoft, ils ont tout leur moteur interne, donc Anvil, tous ces trucs-là. Donc, en fait, voilà, l'outil principal de 100% DLD sera toujours pareil, sera un moteur de jeu dédié, soit propre, propriétaire à l'entreprise dans laquelle tu travailles, soit quelque chose d'accessible et on paye des royalties, ce genre de choses. Donc, ça, c'est le Mhm. truc principal. Et après, autour de ça, en fait, ça dépend beaucoup des boîtes. Par exemple, nous, à Cyanide, on a une méthode de conception des niveaux qui consiste à faire des Legos. En fait, on a des pièces comme des Legos, et en fait, on va assembler les niveaux comme ça avec des petits morceaux. Et du coup, D'accord. ces petits morceaux-là sont faits par les level designers. Donc, par Ok. exemple, on doit avoir des petites compétences en 3D de notre côté. C'est pas forcément le cas dans 100% de l'industrie, mais c'est juste que la façon dont on fait des LD à Cyanide fait qu'on a besoin de ces compétences-là. Donc, on utilise par exemple Blender. Voilà. Ok. Après, on n'a pas un niveau monstrueux en Blender, il faut faire des cubes et les extruder. Vraiment, c'est pas. C'est les basiques. Ouais. Voilà, c'est vraiment ces trucs basiques. Donc, en vrai, vraiment, un tuto de 30 minutes sur Blender, tu sais faire du LD, enfin, tu sais Et, faire des blockings, des gabarits et- pour quoi. et du coup, ces artistes 3D qui viennent par-dessus pour habiller tout ça? C'est ça, en gros, on fait un gabarit. Donc, on va dire, par exemple, j'ai fait un mur. Donc moi, je veux juste faire une box, hein, concrètement, de la bonne Mhm. taille. Et il y a un artiste qui va arriver, qui va remplacer tous mes murs. Il va en faire deux, trois versions. On va les remplacer par ces versions un peu jolies, quoi. D'accord. Voilà. Donc là, tu distingues bien vraiment level designer et level artist. Voilà, c'est On est ça. on Oui, est il y a d'accord. vraiment une distinction de. En fait, le level designer va vraiment juste faire la partie théorique des circulatoires et de qu'est-ce qu'on va mettre dedans comme gameplay. Il y a vraiment une partie spatialisation, enfin, c'est vraiment du game design spatialisé en fait. Mhm. Bon, tu prends les mécaniques, tu les mets dans un espace. Là où les graphistes vont dire, OK, tu avais ça comme intention de lieu. Par exemple, moi, je peux définir, là, j'ai un espace de jeu, c'est une école, où j'ai la classe 1, 2, 3, 4. Puis les graphistes peuvent arriver et habiller concrètement pour que ça devienne une classe. Moi, à mon niveau, ça Ouais. n'a pas encore formé 3 ça. Il y aura une idée que c'est une classe, mais eux, ils vont vraiment arriver avec le traitement graphique de ça ressemble à ça. Et c'est Ok. pas qu'en level design, on parle, la première itération d'un blocking, on appelle ça un niveau de gris. Parce qu'en fait, il y a D'accord. la texture, et du coup, c'est tout gris. Ok. Donc j'imagine que le level designer, il intervient assez vite en fait dans la chaîne de production d'un jeu. Oui, en fait, généralement, les level designers, si on prend un peu les chaînes de production, généralement, le lead level designer va arriver très tôt, dès le début de la pré-production. Il y Mhm. en a un chouïa avant, mais ça dépend un peu des productions, où il va commencer à faire le planning, la vision a été posée, mais maintenant, il faut savoir comment on fait le jeu. Ça la pré-prod, c'est savoir comment on fait le jeu concrètement. On n'a pas Mhm. une idée de ce qu'on veut faire. Et du coup, le lead level designer, là, il arrive un peu avant ça, mais globalement, il est dans cette période-là, où les gens savent après ce qu'il va faire. Et toi, tu es là pour dire, on va commencer par faire, par exemple, le planning. OK, quelles sont les tâches? On va lister les tâches, toutes les tâches LD. On va commencer à mettre en face des jours hommes. On va dire, concrètement, ça prend tant de temps, telle tâche, tant de temps, telle tâche. Et là, on va parler avec, par exemple, le chef de projet qui va dire, OK, alors toi, tu as prévu tant de temps ça, attends, il n'y a pas moyen de négocier, enfin, t'es sûr et tout. Puis, généralement, parce tu lui dis les vrais délais, puis après, il dit, il faut faire en 3 fois moins de temps, la base, hein. Et après, voilà, c'est le moment où il y a des évaluations de, OK, on attend le jour homme, quel est le budget. Et après, moi, j'ai demandé, par exemple, la taille de mon équipe, de qui j'ai besoin pour faire ce jeu. Donc, je vais dire, par exemple, j'ai besoin, je sais pas, d'un senior level designer et de 2 stagiaires, par exemple. J'ai aussi besoin, par exemple, d'un technical level designer, c'est un autre métier
une variante de ça qui, lui, c'est un plus un profil technique, dans le sens où, en fait, il va faire le pont entre les besoins de level design et des level designers pour faire correctement les niveaux, donc des outils, vraiment des besoins d'outils, ou de comment brancher les mécaniques. Par exemple, les game designers réfléchissent, je prends l'exemple de Styx, on peut détacher des lustres. Et du coup, il y a un technical game designer, enfin, technical level designer, qui va venir et qui va dire comment concrètement les LD définissent où on détache le lustre. D'accord. Donc ça, techniquement, c'est plutôt un technical level designer qui dirait ça, c'est comment on veut que l'outil soit utilisable par les level designers. Ouais. Avec les level designers, mais en gros, il y a un peu ce profil de prototypage. Mhm. Et du coup, effectivement, là, c'est des réflexions que moi, je vais avoir en tant que lead de, je monte un peu, je fais mon mercato, quoi, hein, je dis concrètement de qui j'ai besoin. Et une fois que là, c'est fait, en fait, là, on commence à avoir toute la démarche de, maintenant, on sait à peu près ce qu'on veut faire, on sait à peu près le temps qu'on a, on sait à peu près les équipes qu'on va recruter. Donc après, il y a tout le processus de recrutement qui se lance. Et après, il va falloir commencer à préparer un peu les choses, donc nommer les objets. Donc on va avoir toute la documentation LD qui est assez particulière, parce que les gens pensent que c'est que des cartes. Et en vrai, les cartes, je crois que ça va être 20% de ma doc à peine. Genre, en fait, il y a beaucoup d'autres choses que les gens ne s'attendent pas. Mais souvent, les level designers, en fait, c'est un métier qui a disparu parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît plus trop. Mais à une époque, on appelait ça, il y a un terme dans le jeu vidéo qui existe encore, par exemple, dans l'e-learning, qui s'appelle intégrateur. D'accord. Et du coup, en gros, c'est le mec qui prend les assets de tout le monde et qui les intègre dans le moteur. Et en fait, il y a certains studios où les level designers ont encore cette casquette d'intégrateur. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on intègre les dialogues. D'accord. Ouais, pour la narration, la narration environnementale, ce genre de choses, ou même pas? Ouais, ouais, aussi, il y a D'accord. pour la compréhension LD, même pour juste le fluff, hein, ils ont besoin de dialogue fluff et nous, on les branche nous-mêmes. Du coup, on les D'accord. intègre dans le moteur. Et je sais qu'il y a d'autres studios, par exemple, alors je pense que ça a changé depuis, hein, parce que je te parle de trucs, c'était il y a 8 ans, mais je sais par exemple, le Dontnod 11, t'intègres aussi les sons, par exemple, en tant que level designer. Tu vois D'accord. parce que les gates de sons à brancher, etc. Donc il y a vraiment un métier qui est un peu disparu, mais c'était ça avant. Et du coup, on a une grosse partie de notre travail à nous, dans la doc, c'est la nomenclature. On nomme tout. Genre comment on est censé nommer les dialogues, où les ranger. Enfin, il y a vraiment toute une part de où sont censés trouver on est censé trouver les choses. Après, la partie doc, effectivement, il y a tous les schémas, tous les trucs de qu'est-ce qu'on a comme espace de jeu, il y a des références. On va faire toutes ces documentations-là. Et après, on va commencer à attaquer le jeu, quoi. Donc, on va réfléchir à la méthode de construction des niveaux. C'est quoi le plus viable? On va commencer à chercher des techs. Donc, par exemple, tu fais un jeu en open world, tu commences à te renseigner sur Unreal, c'est quoi les méthodes? Donc, comment on fait l'open world sur Unreal? Si tu as ton propre moteur interne, tu vois avec les équipes de tech, tes équipes de prog moteur, etc. Donc, en gros, tu as toute cette échelle-là où le lead designer arrive très tôt dans la pré-prod pour vraiment préparer les choses et être sûr que voilà, on soit dans les bonnes conditions. Il arrive même généralement un peu avant la fin du concept proto, ça dépend après des équipes. Je sais par exemple, moi, sur mon projet actuel, j'étais là dès le début, genre day one, mais c'était particulier. Parce que du coup, je faisais pas de LD, parce qu'il n'y a pas encore de LD, je faisais vraiment du GD et du prototypage. Mais ça, c'est un peu particulier, genre, je pense c'est assez spécial. Et du coup, voilà, donc après, tu as une partie effectivement dans la pré-prod, et après, généralement, l'équipe, tu vas commencer à avoir tes LD un peu avant la fin de la pré-prod, parce que tu as besoin de les former. Et souvent, former des LD au tool est quelque chose d'assez long, ça prend un peu de temps. Parce qu'en plus, ils n'ont pas tous vu la même méthode, parce qu'en fait, genre, le level design, vraiment, il y a plein de méthodes de construction de niveau. Et du coup, recruter les gens, spécifiquement toutes les personnes dans ta zone qui utilisent exactement la même méthode, c'est extrêmement difficile en vrai, qui sont habitués à la même méthode, qui sont habitués au même process. Il y a toujours une partie de formation, quoi. Ouais, c'est ça, parce que les formations sont très diverses en LD. Parce que souvent, en fait, il n'y a pas de formation directement en level design. Généralement, ça vient plutôt d'écoles de game design ou d'architecture. Généralement, c'est les deux biais les plus possibles pour devenir level designer. Et en fait, du coup, les process, ça dépend du prof que tu as. Et du coup, ça fait qu'on a vraiment il n'y a rien d'homogène dans la théorie. C'est vrai que c'est pas facile. Et c'est pour ça qu'on les recrute un peu. Enfin, moi, de mon côté, je sais pas comment les autres le font. Hein, mais moi, j'ai tendance à vouloir les avoir un peu avant la prod pour un petit temps de formation et que quand on rentre en prod, ok, ils sont efficaces et on va pas passer 3 mois à ce qu'ils continuent à mettre les mains dedans. C'est toi qui m'avais expliqué, il me semble, parce qu'on a parlé pas mal de fois, un petit peu de level design en privé et tout ça, et qui m'expliquait que ce que tu aimais bien, par exemple, c'était pas forcément que quelqu'un vienne avec juste une maquette de tiens, j'ai fait, ça c'est les screenshots de mon level design, mais plutôt de créer un niveau de jeu dans lequel il a créé un niveau, voilà, un couloir, peu importe, et dans lequel il joue un petit peu, où il navigue, pour voir un petit peu comment il a pensé ça. En fait, on fait pas des. En fait, je pense qu'il y en a qui, comme en fait, on donne l'impression qu'on fait des niveaux, les gens pensent que ce qui nous intéresse, c'est juste voir la tronche du blocking. Alors, ça peut avoir une importance. En fait, ce qui compte, c'est les jeux qu'il y a dedans, ce qu'on joue dedans concrètement. Et en fait, beaucoup de level designers débutants ont tendance à oublier que. Alors, c'est pour ça que genre, c'est cool de voir, par exemple, sur LinkedIn, tu vois souvent des blockings early, des gens qui te montrent, ça c'est le jeu final, ça c'est le blocking avant. Et tu es c'est cool quand tu connais pas. Mais après, tu regardes et tu prends du recul. Et moi, je dis, ouais, mais ça vous servira à rien pour ça, faire des meilleurs level design. En fait, tu as besoin de connaître le process en fait, et voir comment on itère. Une réflexion derrière chaque changement, chaque amélioration, chaque retour en arrière, parce que des fois ça arrive malheureusement, chaque changement de design. Et c'est ça qui est vraiment important et qui forme les gens. Et ouais, en fait, une image de blocking, en fait, c'est pas très intéressant pour moi parce que genre, je suis en mode,
ok, moi je prends 3 cubes, je suis capable de le faire, genre, qu'est-ce que tu apportes vraiment concrètement en fait? Et c'est ça qui est important, et du coup, c'est pour ça qu'il faut s'enregistrer, filmer, jouer dedans, se balader. Et c'est pour ça que pour commencer, j'encourage plutôt d'utiliser des moteurs de jeu, plutôt des éditeurs de niveau, qui ont déjà un gameplay poussé, et dans lequel tu fais des niveaux. Et genre, moi, j'ai rien contre par quelqu'un qui fait du Minecraft, par exemple, qui fait des compositions de Minecraft et qui reconstruit des drôlons comme si c'était un jeu à part, en fait. Et c'est cool. Ouais. En fait. Je peux jouer, je peux me projeter, des gens qui font du Trackmania, du Warcraft, enfin, du Counter-Strike. Et c'est des choses qui sont très cool. Et effectivement, en plus, si tu cibles un studio qui a fait concrètement ce genre de jeu, enfin, tu vas bosser chez Riot pour Valorant, tu as des maps de Counter-Strike sur ton portfolio. Je pense qu'ils te regardent un peu sérieusement, tu vois, genre, ils disent, OK, il est pour nous, quoi. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est important, ce genre de choses. Et effectivement, il y a besoin de montrer que des connaissances sur le moteur, mais finalement, c'est quelque chose qu'on peut vérifier lors du test plutôt. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà pris des gens qui disaient ils connaissaient du Unreal, mais ils n'ont rien démontré dans le portfolio. Mais par contre, leur portfolio montrait des trucs de LD intéressants sur d'autres moteurs de jeu, sur des éditeurs de niveau qui m'intéressaient. Et j'ai quand même envoyé le test. Et ils sont trouvés, alors, ils n'ont pas été pris, mais ils étaient quand même pas mal du tout, en fait. D'accord. Et c'est juste, bah ouais, il y avait mieux malheureusement pour eux, mais après, c'est une question de Hmm. circonstance des fois. C'est des fois, tu peux avoir des recrutements où il y a beaucoup de gens très bons et tu n'en prends bien. Et des fois, au niveau, il y a un chouïa plus bas et tu passes. Mais ouais. C'est quoi qui va jouer dans ton choix de recrutement, justement Alors, moi, dans mon recrutement, j'ai une particularité. Je ne sais pas si beaucoup de gens réfléchissent comme ça. Moi, je réfléchis vraiment à. En fait, je ne veux pas quelqu'un qui soit bon partout. Je veux quelqu'un qui, en plus, s'il est nul à 90% sur des trucs, où je peux le former. Par contre, je veux vraiment qu'il ait un truc où je me dise, OK, dans un an, il est meilleur que moi sur ce sujet. D'accord. En fait, moi, c'est ça que je cherche, parce qu'en fait, genre, moi, je cherche à monter une équipe de level designer, en fait, et le but, c'est de les garder à Cyanide. Et moi, mon in, c'est de trouver quelqu'un, des gens qui peuvent être meilleurs que moi sur un principe simple. Genre, un truc très spécifique. Par exemple, je veux quelqu'un qui soit meilleur que moi en blocking pur, genre en création d'espace de jeu. Mhm. Je veux quelqu'un qui soit meilleur que moi en patrol design d'ici un an. Tu vois, ce genre de choses de profil. Et du coup, C'est quoi ça? le patrol design, du coup, c'est la conception de patrouille. Donc, c'est tout ce qui est important pour les jeux d'infiltration. D'accord. Les timings de patrouille, ou quand tu les déclenches, comment tu les vois, comment tu anticipes leur déplacement, où elles s'arrêtent, comment tu peux planifier de les tuer, ce genre de choses. Mhm. Et du coup, moi, c'est comme ça que je cherche mes recrutements, c'est je cherche des profils où je me dis, il est peut-être un peu moyen sur certains trucs, et je me dis, bah, c'est pas grave, je peux le former. Par contre, je sais que dans un an, vu la qualité qu'il y a là, dans un an, il est meilleur que moi, et c'est ça qui moi, personnellement, c'est ça qui m'intéresse. C'est des gens qui sont D'accord. meilleurs que moi d'ici quelques années après de la formation. Donc c'est des gens qui ont, si je comprends bien, si je lis bien entre les lignes, donc quand même des gens qui ont des notions de game design, au-delà de level design. Oui, en fait, souvent, bon, je crois qu'on en a déjà parlé aussi, mais effectivement, en fait, le level design, enfin, pour être un bon level designer, il faut avoir des connaissances en game design. Ouais. Souvent, en fait, les game designers ont filé des mécaniques qui sont très cool, mais des fois, ça peut être le cas qu'elles ne soient pas très bien réglées et ils ne se rendent même pas compte eux-mêmes, parce qu'ils sont la tête dans le guidon. Et si Mhm. toi-même, tu n'es pas capable de prendre du recul et de les évaluer, de toute façon, tu vas passer un mois à faire un niveau où tout le monde dit que c'est pas fou, et en fait, genre 2 mois après, tu as le game director qui regarde, tu fais non, en fait, la mécanique de base, elle n'est pas bonne, en fait. Et Ouais. tu peux rien faire de bon avec, en fait. C'est pour ça que c'est important d'avoir quand même des très bonnes notions en game design. Et pareil, des game designers qui ont des bonnes notions en level design pour comprendre comment ça va être utilisé plus tard. Donc, généralement, c'est pour ça que les deux ont besoin d'échanger et d'apprendre l'un de l'autre, en fait, pour vraiment Ouais. faire. Comme ça, les game designers font des meilleures mécaniques à utiliser et les level designers apprendront mieux concrètement comment elles sont faites et pour anticiper des problématiques à venir, quoi. D'accord. Alors, je pense qu'on a bientôt fini cette première partie, mais avant d'enchaîner sur la seconde partie, justement, avec Elden Ring, euh, là, actuellement, au niveau des débouchés dans l'industrie, est-ce que ça recherche beaucoup de level designers? Est-ce que c'est Alors, en ce moment, bouché? c'est vrai que c'est un peu particulier, Hmm. parce qu'après, il y a la conjecture actuelle qui fait que bon, c'est un peu boule, actuellement, c'est un peu figé. Ouais. Notamment, de toute façon, après, même quand il n'y a pas, même sans la conjecture actuelle, hein, genre généralement, la période janvier à mars, avec les bouclages financiers font qu'il n'y a pas grand monde qui bouge, en fait. Généralement, ça s'ouvre et ouvre vers plutôt avril-mai. Ouais. Après, effectivement, pour ceux qui hésitent entre game designer et level designer, c'est vraiment deux métiers très différents. Genre, je peux Hmm. vraiment insister dessus. Vraiment, le game designer, dites-vous, vous allez avoir la tête dans les docs, mais par contre, vous êtes vraiment à la création des mécaniques. Donc voilà, c'est quelque chose de. Mais par contre, vous ne serez pas tant que ça dans le moteur, moins. Si vraiment votre kiff, c'est de vraiment créer l'expérience vraiment dans le moteur, c'est vrai que c'est quand même plus proche de ce que fait un level designer finalement. Mais après, encore une fois, ça dépend un peu des studios. C'est d'ailleurs pas vrai dans le mobile, hein, par exemple. Dans le mobile, le level design est quasiment inexistant. Généralement, c'est Mhm. des game designers spécialisés avec des casquettes level designer qui font. À part quelques exceptions, genre des très gros, genre Modou, Madbox, qui peuvent avoir des profils de level designer. Mais ouais, et après, sinon, effectivement, bah, dans le très gros, genre le double A, etc., bah, une équipe de level designer est largement plus grosse que game designer. Hein. Genre, généralement, c'est quasiment du double ou triple, hein, genre des effectifs. Hein. D'accord. Parce que, genre, Ok. pour faire des niveaux, il faut une grosse équipe. Et généralement, effectivement, par exemple, là, sur Styx 2, il y avait un lead game designer et il avait un stagiaire à mi-temps qui faisait à la fois le game design et à la fois le QA. D'accord. En gros, il était moitié temps QA, moitié temps GD. Ouais, Et ouais. par contre, en level design, on était 8 en tout. Donc, Ok. on n'est pas resté, on n'est pas 8 à tout le temps. Hein, il y a des gens qui sont partis et revenus.
qui sont arrivés, qui sont partis. Mais globalement, tu vois, genre, c'est x4, quoi, quasiment. Il y a encore, tu vois, genre, il était à mi-temps QGD, son stagiaire. Mhm. Après, est-ce que ça, c'est spécifique au fait que vous fassiez de la 3D? Par exemple, est-ce que sur quelqu'un qui fait sur un jeu en niveau 2D, par exemple, est-ce qu'il y a besoin de moins de gens pour le level design? Ça dépend en fait surtout de la quantité, en fait surtout une question de quantité et de variété en fait, parce que genre pareil pour un Rayman 2D, genre le Mhm. travail de level design est toujours monstrueux en fait, parce qu'il y a toujours énormément de niveaux à faire en 2D, sur les Rayman Origin, etc. Genre en plus c'est millimétré, etc. Mais je pense qu'effectivement il y a une partie de ce taf-là qui peut être fait par des GD du coup cette fois. Parce qu'il y a moins de notions d'observation, de composition, enfin des choses qui sont finalement plus quasiment mathématiques de l'ordre de combien de temps tu fais pour faire ce saut, tu vois. Ouais. Et du coup, effectivement, j'ai pas les crédits en tête de Origins, mais je suis à peu près sûr que effectivement la proportion est pas équitable encore, je pense, mais il y a quelque chose de plus proche, je pense, à voir. J'avoue que je n'ai pas Ouais. de tête. Mais oui, ça me choquerait. Il y a quand même des besoins, parce que ça dépend de la quantité de taf que tu as à faire. Mais oui, effectivement, il y a une petite réduction qui fait que quand tu fais pas de la 3D, ça demande des gens peut-être moins spécialisés, effectivement. Ouais. Ok. Bah écoute, je pense que là, on va pouvoir enchaîner sur la deuxième partie, du coup. Donc là, on va commencer par la partie un peu avancée pour parler du World, où j'ai ouvert la Mhm. carte. Je te laisserai toi-même mettre une carte plus complète si tu veux. Mhm. Du coup, structurellement, donc là, on a notre world dont je parlais tout à l'heure. Donc, on voit qu'il manque un petit bout là. Mhm. Et du coup, les choses assez intéressantes, bah, et du coup, ça nous a un peu aidé par les différents sites de grâce que j'ai déjà trouvés. Mhm. Là, on a les landes qui sont nommées. Donc là, on voit en fait effectivement Khalid, Necrolimbe, il y en a. Ensuite, le plateau d'Alcus que j'ai pas trop exploré et la cime des géants. Ouais. Là, c'est nos 5 landes. Et après, effectivement, bah, ils sont décomposés en plein de petites attractions. Et souvent, si tu joues un petit peu, bah, du coup, on a les sites de grâce qui sont les points de sauvegarde, donc les fameux feux de camp qu'on avait dans les scoops avant. Ouais. Tous ces petits points d'intérêt qu'on découvre. Donc au début, je vous montrerai quand on jouera au jeu, à part sur une carte vide, hein, mais il faut imaginer qu'en fait, il y avait quasiment rien et que c'était vraiment purement les dessins. Mhm. Et c'est quelque chose d'assez intéressant à voir, c'est que bah, en fait, la carte est à lire. Donc là, on ne voit pas très bien parce que j'ai déjà découvert quand même pas mal de choses. Mais il y a peut-être des zones où, par exemple, là, on voit que là, il y a une structure et potentiellement, il y a des choses à trouver. Donc en gros, il y a vraiment une part, contrairement à ce que ferait une formule Ubisoft, où il y aurait des marqueurs partout pour dire des ateliers, là, le Mhm. jeu vraiment te dit clairement, activement, il faut lire la carte pour essayer de trouver des indices de où est le contenu. Ouais. Et c'est quelque chose qui est assez rare dans le domaine, en fait, et qui est extrêmement cool et intéressant à voir. Hein, la partie vraiment, tu as une carte qui d'abord est complètement vierge. Tu dois trouver des petits piédestaux que je montrerai après pour révéler la carte, mais sans les marqueurs, juste tu peux la lire. Et Mhm. quelque chose qui est assez intéressant. Et même structurellement, là où tu compares à un Skyrim ou même ce que fait un Breath of the Wild, où vraiment tous les landes sont interconnectés de façon très large, tu as vraiment beaucoup de passages pour aller d'une zone à une autre. Ici, en vrai, ce qui est assez marrant, c'est que entre chaque zone, par exemple, ce qui sépare Nécolin et Liana, en fait, tu as quelque chose comme genre juste 3 chemins. Ouais. Et en fait, c'est pareil là-haut, alors ça se voit pas, mais en fait, il y a quelque chose comme 3 chemins. Soit tu passes par l'ascenseur, soit tu as un truc par les grottes, il me semble qu'il y en a un troisième. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant de voir qu'en fait, genre, il est fait plutôt comme des petites zones, enfin des très grandes zones connectées par des petits espaces. Et c'est un avantage assez intéressant, on verra après, parce que là, j'ai déjà un peu avancé. Mais notamment, c'est comme on contrôle où tu arrives dans la Mhm. zone, on peut très facilement te mettre en valeur l'élément important. Et du coup, très vite, en fait, quand tu explores du coup, cette zone-là, quel que soit le chemin que tu arrives, soit tu arrives par la gauche et tu vas tomber sur la vista, soit tu vas Mhm. faire un peu ton chemin exploré et quand même réussir à tomber sur la vista, dû au fait qu'en fait, bah, finalement, pour entrer dans la zone, il n'y a pas tant de trucs que ça. Donc là, il y a des choses qu'on peut voir sur le côté. Là, il y a plein de petits trucs. Et après, si je vais un peu plus loin, on va se forcer un peu plus loin. Donc là, c'est un truc où c'est un peu la fourchette où tu peux aller à gauche, à droite. Et après, oups, tu as toute cette petite zone où tu explores et effectivement, tu as plein de petits points d'intérêt à regarder. Donc, il y a certains là où jamais tu avances un petit peu, tu as la forêt qui cache quelques éléments, tu te dis mince, je vois rien. Ouais. Là, au loin, tu avances, tu retrouves ton élément, tu te dis, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de regarder? Et du coup, il y a vraiment, bon, là, j'ai un peu lancé dans le jeu, du coup, l'arbre est en train de prendre. Mhm. Mais en fait, il y a toujours des petits points d'intérêt à regarder. Donc là, Ouais. c'est l'élément que je voyais de base, je remontrerai la lista plus tard, mais là, c'était mon landmark que je voyais de très loin. C'était le château de Lurna qui est l'élément principal. Et Mhm. dû au fait qu'en fait, il y a peu d'éléments, peu d'entrées possibles pour arriver dans une nouvelle zone, on est toujours sûr que le landmark central qui est le plus important, là où il y a le boss majeur, bah, en fait, concrètement, il est mis en valeur. Donc, Ouais. ils ont fait uniquement pour les premières zones, parce qu'après, ils sont un peu plus flanqués. Mais ce qui n'est pas forcément mal, hein, c'est jusqu'au début, on t'apprend un peu le code et bah, en fait, les différentes structures. Et même les zones en elles-mêmes sont construites un peu différemment. Par exemple, si tu regardes celle-là, hop, hop, donc si tu la regardes, je zoome un petit peu. En fait, c'est une espèce de cuvette. Et bon, bah, forcément, elle donnerait. Un petit mot nul, laisse-moi s'il te plaît. Un petit mot nul. Ce qu'on voit d'ici, c'est que c'est une espèce de cuvette. Ah, c'est les aléas. Ouais, ouais, je Ouais, vois, tu vois. effectivement, ouais.
Ouais, ouais. Et en fait, celle-là, c'est une structure différente de celle qu'on avait avant. Et en fait, ils ont à chaque fois fait ces petites thématiques un peu différentes de, là, tu as vraiment une cuvette. Donc, l'avantage de la cuvette en termes de world design, c'est qu'en fait, bah, tu vois, le landmark n'est jamais caché. Bah, il est au centre de la Ouais. cuvette et tout est plus bas que la cuvette. Enfin, tout est plus bas que le landmark dans la cuvette. Et après, tu as tout ce qui est autour. Et du coup, bah, si jamais tu reviens dans le centre, bah, tu peux voir plein de choses sur les côtés. Ouais. Là, par exemple, celui-là, il est en cuvette. Celui-là, il est plutôt fait un peu en pente. Donc, on regarde, si je reviens un peu dessus, on le regardera. Mais en fait, il est plutôt en pente. Tu as le château, puis après, tout monte un petit peu progressivement pour t'amener vers le château. Et en fait, chacun a un peu sa thématique. La cible des géants reprend un peu ce côté pente. Mais tu vois, Ouais. là, tout monte en fait, hein, complètement. Tu as ton château, puis en termes de composition, tout monte. Voilà. Donc, on la réutilisera un peu plus loin. Et voilà, donc chaque région a un peu sa thématique. Là, celle-là, elle est un peu plus dans la thématique de la neige. C'est Celle-là, vrai. elle est plus marécageuse. Enfin, voilà, il y a tout ce traitement visuel, etc. pour les différencier. Il y a Mhm. celui-là qui vient juste d'un cauchemar, laquelle je pense que c'est celle qui a trouvé plus ou moins dixièmement. Ouais. Surtout que les bestioles qu'il y a dedans. Ouais, ouais, elles sont effrayantes. C'est les Ouais, pires dans cette zone-là. les chiens mutants étranges, là. Et je crois que t'as le marécage empoisonné, là, en contrebas. Ouais, Ou un c'est truc ça. ouais, voilà. Voilà, ouais. Ah, ouais. Voilà, donc en fait, il y a plein de choses où en fait, chaque land, donc on voit les 5 gros lands principaux. Mhm. Après, effectivement, bon, moi, je vais pas beaucoup explorer parce que j'ai pas assez joué au jeu et il faudrait que je m'y remette, mais le problème, c'est le temps. Voilà, Comme comme d'hab. toujours. Mais voilà, il y a aussi tous les souterrains à Mhm. explorer et qui sont eux-mêmes un peu thématisés, mais ils sont beaucoup plus séparés. Donc, c'est plutôt des petites zones séparées les unes des autres. Et tu as Mhm. plutôt différents endroits dans le world design ici pour revenir dans le souterrain. Mhm. Bon, pour la structure générale en Ouais. fait, voilà, on a les 5 lands. Ils sont de façon un peu amusante, moins connectés que ce qu'on a l'habitude entre eux. Voilà. Ouais. Mais c'est ce qui permet de mettre toujours en valeur différents landmarks. Hein. Si je prends n'importe quelle zone, hein, je vais là, je verrai un peu le chaudron, etc. Il y a quelque chose qui est assez intéressant aussi dans le World Design, et je pense qu'il a mis le plus de claques à tout le monde, c'est que n'importe où tu es dans le jeu, quand tu téléportes, vraiment, tu joues dans le jeu, et tu as toujours un élément dans le jeu, dans le niveau à regarder. Genre, toujours un truc qui va t'attirer. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui a fasciné pas mal de gens, Ouais. moi et beaucoup de gens, c'est que où que tu sois à n'importe quel moment, genre tu te balades, tu te perds, puis tu as toujours un élément qui va ressortir. Et vraiment, c'est extrêmement rare d'arriver dans une zone. Bon, là, il va me faire chier lui. Tu arrives dans une zone où vraiment il y a rien à voir. Il y a toujours un élément important mis en valeur. C'est vrai. Plusieurs. Et c'est ce qui fait qu'en fait, tu es toujours drivé. En fait, tu as, ton truc principal que tu as envie de faire. Et finalement, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs sur le chemin. Donc là, tu as galère, je sais plus c'est quel sens. On va peut-être pas prendre celui-là plutôt, du coup. Mhm. Un peu la sauce pour les retrouver. Mais ça, c'est là justement la limite dans laquelle on est, c'est partir un peu des trucs à explorer où si t'es Mhm. attentif, ouais, tu peux facilement les rater en vrai. Hein, genre, c'est vraiment les chercher activement. C'est vrai. Mais parce que genre en fait, c'est juste un trou dans le mur, hein, concrètement. Hein. Mhm. Et voilà, t'as juste un petit appel, mais tu vois, c'est très facilement ratable. Quoi. Genre, tu vois, tu cours. Ah oui, oui, tu peux Et passer c'est à aussi ce qui est côté. vraiment simple le truc, c'est genre t'es attentif, tiens, c'est quoi là, etc. C'est Et ça. toi, c'est parti, genre là, je me suis tapé dans un endroit, je me souviens même plus. Puis il y a un truc à regarder là, un truc à regarder là-bas, un truc à regarder là. Enfin, tu vois, genre, c'est Ouais, ouais. construit comme ça, il y a toujours un élément mis en valeur et qui est présent en fait. Et Mhm. du coup, structurellement, en fait, il te montre, en fait, tu as des choses à faire, tu as plein de choses à faire. Et du coup, pareil, là, tu as les petites églises comme ça. Enfin, tu as énormément de choses, en vrai, il y a trop de choses à dire. Ça, Non, c'est vrai, ouais, c'est... de T'as, composition, t'as- t'as vu ce truc-là, t'as toujours l'œil attiré par quelque chose, soit très ouais, proche, c'est soit un petit vraiment un peu plus travail. loin. Et du Ouais. coup, il y a des notions qui sont importantes. Alors, c'est une notion de level design qui s'applique aussi en world design. C'est la notion qu'on appelle de framing. Donc, c'est quelque chose qui vient genre, de la photographie, de la composition d'image. Ouais. Et la règle des compositions, donc il y en a différentes. Et vraiment, le jeu est toujours très bien composé. Genre, vraiment, tu t'arrêtes et tu as vraiment des trucs où tu as quelque chose à regarder, mais en même temps, quand tu regardes quelque chose, c'est encore quelque chose qui apparaît dans ton écran. Et, c'est toujours très monstrueux. Et à Ouais. tel point qu'on s'amuse à appeler From Software à de framing software. Quoi, genre. Un petit nom qu'on leur donne, parce que genre, vraiment, c'est juste un travail monstrueux. Quoi, genre. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a, il y a un côté très pictural Bah, dans dans les les plans. solutions. Enfin, tu vois, c'est, Ouais, tu t'arrêtes et t'as l'impression de voir limite un tableau, tu vois. mais C'est, c'est ça, c'est que ça. Et en fait, mais Mhm. après, c'est vraiment que c'est un peu quelque chose qui est partie de l'identité des Souls et de FromSoft dans leur level design. C'est le côté, en fait, tout est travaillé en termes de composition et Mhm, fait que c'est mhm, un plaisir à regarder. Et on parlait un peu de world design à la Ubisoft ou d'autres formules, par exemple ce que fait un Bethesda. Et quelque chose d'intéressant, est ce que fait Elden Ring et que fait pas, par exemple, aussi Breath of the Wild aussi, hein, c'est qu'ils remplissent pas leur monde. Ils abusent pas, en fait. mhm. Ils ont Ouais. pas envie de te faire des événements scriptés qui disent, ah tiens, par exemple, dans Skyrim, où tous les 3 mètres, t'as un mec qui vient te parler et te dire, il va te voler tes pièces, tu vois. Mhm, D'éléments un peu scriptés comme ça. Là, non, c'est juste tout a été designé par des designers. Et en fait, il estime que en fait, quand il y a du repos, soit c'est voulu parce que tu as besoin d'observer. En fait, c'est pour ça que Breath of the Wild, il y a dernier qui ne peuvent pas remplir le monde non plus. Parce que tu as besoin d'observer ton monde pour te repérer, tu n'as pas de marqueur. mhm, Si tu ne peux pas prendre le temps de reposer pour regarder le niveau, bah, tu ne peux pas naviguer correctement. Donc c'est déjà important qu'il y ait du repos. Mais au-delà de ça, mhm. il pourrait quand même avoir de temps en temps des trucs à spawn. Mais non, il décide que non, c'est
le vide fait partie de l'exploration, tu vis ce monde-là, ce qu'a fait aussi Breath of the Wild. Et c'est quelque chose qui, potentiellement, effectivement, des gens, je pense, ont trouvé Elden Ring vide, comme Breath of the Wild. Là où j'estime que c'est un peu moins un problème dans Elden Ring, parce que Elden Ring a cet avantage-là de la tension constante, tu sais, ça s'ouvre, et à tout moment, quand tu es tombé sur la tronche, tu sais pas. Là où un Breath of the Wild, tu sais que c'est un Breath of the Wild, et du coup, effectivement, tu n'as pas vraiment cette tension, cette menace constante. Mais ça, c'est voilà, c'est du détail, mais voilà. Je pense qu'effectivement, ça peut expliquer pour certains le trou vide. Après, c'est vraiment une question de goût et de préférence. C'est juste que bah, là, effectivement, le jeu l'exploite plutôt bien. Et là, tu vois, que, genre, transition, extrêmement marqué avec le land. Donc là, le land, et toi, genre, t'as des barrières en feu. Et là, clairement, là, tu vois, lui, je me souviens, la première fois que j'ai vu lui, j'ai fait what the fuck. J'ai envie de En plus, tu vois, ça vu quand tu te rapproches, il te regarde. Ah ouais, eux là, putain, voilà. ils sont terribles. Pas directement, mais. Ils sont terribles. Ouais, ça, c'est des petits détails comme ça à la con. En fait, c'est pas une anime qui joue en boucle, hein, c'est vraiment. Tu t'éloignes et il va peut-être regarder. Mais c'est des trucs à la con comme ça, des petits détails, mais genre, ça marche tellement bien. Ouais, complètement. Et pareil, quand je regarde, je passe de l'autre côté de la cliff, puis là, il y a un nouveau château qui débarque. Là, il y a une petite acropole là-bas. Enfin, je pense qu'il est parti structurellement, parce que même si Breath of the Wild aussi est très bien composé, je pense qu'effectivement, il y a cette notion, avec la notion un peu de danger, tu sais qu'en fait, il y a vraiment un côté très dangereux dans Elden Ring et dans C'est ça. qui ajoute à la formule de non seulement t'es perdu et en fait on t'aide pas trop, mais en plus tu sais qu'à tout moment t'as un truc qui va tomber sur la tronche et qui te fait one shot. Voilà. Et je trouve que c'est ce qui participe vraiment un peu au côté, en fait, chaque pas que tu fais, c'est potentiellement un boss qui tombe dessus et qui te défonce. C'est ça. Et c'est participe un peu au charme du truc, où effectivement, Breath of the Wild, très vite tu tombes dans t'as aussi des zones vides, mais très vite, effectivement, bah, t'as un côté où bon, bah, tu trouves un coffre qui te donne une nouvelle arme destructible, t'avances, t'as des boss, enfin pas des boss, mais t'as des camps à faire, etc. Enfin, j'ai pas joué à TOTK, donc je sais qu'on m'a dit qu'il y a un peu amélioré ces trucs-là. Personnellement, je trouve Breath of the Wild est plus intéressant, mais j'ai d'autres problèmes avec lui. Mais on n'est pas là pour parler de Breath of the Wild. Mais voilà, c'est le point commun qu'ils ont qui est très cool. Hein, c'est le côté, bah, effectivement, ça fait vite pour certains, c'est une question de goût. Mais ça permet on n'a pas le choix, c'est d'explorer et de regarder bah, où on est autour de nous et ce qu'on veut faire. Et en même temps, bah, aussi avoir le temps de juste profiter du voyage, quoi. Et pas juste dire, fais la quête ici, fais la quête machin, fais la quête bidule. Voilà, donc un côté plus, comme je disais, de découverte du contenu et non de consommation. Tu vois, genre, là, t'as pas de. On ne dit pas fais ce contenu-là, fais ce contenu-là, mais plutôt, bah, regarde, tu as tous ces étendues-là qui t'attendent toi, remplis ta carte. Quoi. T'as un truc qui est assez bien fait, je trouve, dans Elden Ring, c'est que t'as toujours tu sais, sur les points de sauvegarde, justement, ces petites lumières qui t'indiquent une direction à suivre. Genre, si jamais tu veux juste suivre ça, bah, tu sais que tu peux suivre le fil un peu de l'histoire, plus ou moins. Mais bon, tu le fais jamais vraiment, mais en tout cas, c'est des trucs qui peuvent aider, tu vois. Si, parfois, clairement, en fait, si tu es attentif sur les premiers, effectivement, tu as des espèces de directions qui t'indiquent en fait, les boss majeurs du coin. C'est ça. Et ça, effectivement, bah, en fait, dès le premier, en fait, tu l'as dès le tout premier, tu as la même direction, et qui, effectivement, t'indique à peu près ce que tu dois faire comme chemin. Et tu vois qu'en fait, ça n'abuse pas. Hein. Genre, par exemple, il pourrait faire que tout t'indique le plus proche, tu vois. Mais ça alourdirait à mort la lecture de la carte. C'est pour ça que c'est seulement certains. Tu vois, genre, là, tu en as, je crois, 5 ou 6 là, qui t'indiquent le premier boss. Et tu es en mode, bon, bah, ok, c'est juste ça. Puis après, tout le reste, c'est juste là pour dire, bah, je suis là pour sauvegarder et faire des bidules en utilisant tes runes. Mais par exemple, tu vois, genre, celui qui indique le prochain, bah, par exemple, il est que là, puis tu as celui-là, puis tu as celui-là, puis après, tu tournes un petit peu. Donc là, il va aller plutôt vers le haut. Et tu as celui-là qui va indiquer Rafam ici en bas, là. Et voilà. Il y a un autre aspect dont on n'a pas parlé par rapport à cette map, cette carte, qui est conçue, mais je trouve qu'elle est magnifique, tu vois, Alors, ce qui est bien, c'est que quand tu découvres des points d'intérêt, après, ils apparaissent sur la carte, mais avant même d'avoir ces points d'intérêt, le seul fait de zoomer sur la carte, déjà, tu peux capter que la plupart des choses apparaissent déjà. Ouais, c'est une façon, comme je disais, c'est une façon de lire la carte, en fait, qui est apparemment, moi, j'ai commencé déjà un peu à la remplir, mais on regardera ça, je pense, dans la nouvelle partie, où là, potentiellement, je me dis que, putain, ça se trouve, je suis jamais allé à ce truc-là, mais ça se trouve, il y a un truc. C'est ça, c'est exactement ça, et t'as plein de choses comme ça, enfin, moi, je sais que je passais mon temps à éplucher la carte, à zoomer, c'est un peu autour de moi, de me dire, bon, qu'est-ce qui peut être un petit peu intéressant, qu'est-ce qu'on me montre, justement, sur cette carte-là, qui peut être d'intérêt que moi, j'ai peut-être pas vu, justement, comme ça, en tournant un petit peu la caméra autour de moi. Et je trouve que justement c'est un bon complément, pareil, le fait d'avoir cette carte qui est super bien fichue et détaillée. Oui, carrément, qui donne envie, parce que par exemple, là, toi, je me dis que là, il y a un truc, genre. C'est ça. Mais il y a certainement un truc, là, pareil, là, ces ruines-là, qu'est-ce que c'est? Enfin, il y a vraiment ce côté, effectivement, lecture active. On n'est pas juste passif à recevoir de l'information du jeu, de dire, fais telle activité, fais telle activité. Après, il y a une raison pour laquelle ces jeux font là, mais j'en parlerai après. Mais là, on est plutôt en mode, non, en fait, je te donne un outil pour découvrir ce qu'on a prévu. Et en fait, ce qui participe à que personne n'a fait le jeu de la même façon, en fait. Je suis sûr qu'il y en a qui n'ont pas vu Liorna, qui n'ont pas compris où était la clé. Qui ont fait un autre boss après, en deuxième, en fait, genre, alors que c'était quand même elle qui était plutôt prévue. Mais ça, en fait, on te laisse le choix, en fait. Et effectivement, tu peux trouver le lien, tu peux trouver la clé. Mais sinon, non, en fait, tu vas avancer, tu vas trouver ton chemin, puis en fait, tu vas te faire des boss dans le désordre. Et c'est aussi structurellement, parce que, genre, dans beaucoup de jeux open world classiques,
tu as une quête principale à faire et c'est elle qui définit la fin du jeu. Ouais. En gros, tu as une suite de quêtes, tu prends Skyrim, tu as une suite de, je crois, 15 quêtes, un truc comme ça, pour les battre Elden. Là où Elden Ring, en fait, concrètement, il faut battre 2 des 5 ou 6 boss majeurs. Et après, une fois que tu as fait ça, en fait, tu unlock le boss, et là, tu peux techniquement finir le jeu. Et du coup, il y a vraiment une approche très ouverte aussi, pas seulement dans la structure des niveaux, mais aussi dans la structure d'objectifs et de progression, en fait, et de comment on fait les quêtes, comment on avance dans le jeu. Ouais, ouais. Et effectivement, il se linéarise un peu avec la partie, les niveaux cachés où tu affrontes les boss cachés à la fin, où là, c'est plus linéaire, en même temps, c'est un peu assumé. Mais effectivement, le jeu principal est structuré en fait, tu as des boss majeurs à battre, on t'en demande X sur la totalité, et tu vis un peu ta vie, quoi. Et c'est ce qui participe à la chose, que personne n'a vu la même chose. Le fait, effectivement, qu'en plus, on doit activement lire la carte, ça joue vraiment un côté. En fait, t'as envie, en fait, de trouver du contenu. Et quand tu trouves quelque chose d'intéressant, c'est ça. Content, en fait. Et ce qui participe aussi, peut-être la différence avec d'autres open world, c'est qu'un Elden Ring, dans ses récompenses, quand tu trouves une arme dans Elden Ring, c'est un nouveau set d'animes, c'est des dégâts particuliers, c'est une timing différent. Enfin, il y a plein de choses qui font que ça devient vraiment quelque chose de. Tu as envie d'expérimenter. Là où Breath of the Wild, peut-être moi, c'est quelque chose, on peut pas être d'accord, sur la destruction des armes, je comprends pourquoi ça peut être là, mais en même temps, en fait, tu t'attaches jamais à tes armes, et quand tu as une arme que tu trouves cool, bah, tu sais pas trop comment on la retrouve. C'est ça, c'est vrai que et t'as ce côté-là qui est un peu pénible. Avec Breath of the Wild, mais bon, je comprends que ça c'est subjectif, de la subjectivité. Je vais faire une vidéo un jour sur Breath of the Wild, mais c'est vrai que tu as ce côté-là où quand tu perds une arme que tu trouvais cool, ça fait quand même bien chier, quoi. Et, c'est quelque chose qui peut plaire à certaines personnes, mais moi je suis en mode, ouais, mais en même temps, moi je suis pas là pour chercher des armes, je suis là pour taper des trucs. et c'est quelque chose qui est assez amusant à voir la différence. Donc là, effectivement, en fait, tu sais que derrière chaque truc, potentiellement, c'est ça qui rend l'exploration intéressante, parce que contrairement à Breath of the Wild, où des fois tu peux trouver des récompenses qui vraiment servent à rien, là, à part les trucs de crafting, qui sont effectivement, mais ils sont placés tellement de façon généreuse que tu sais que quand tu as un endroit majeur, ce sera pas un truc de crafting que tu trouveras. Là où des fois Breath of the Wild est un peu plus traître des fois, mais là, tu sais que si tu fais un gros château, derrière, c'est au minimum un set complet d'armure ou d'armes que tu peux trouver, ils sont méga cool en fait. T'es toujours récompensé, c'est ça qui est bien, l'exploration. La récompense est à la hauteur du temps et de l'effort que tu as fait en fait. Ouais. Là où un Breath of the Wild, des fois, il est un peu injuste, et d'autres jeux sont carrément, enfin Skyrim, au bout d'un moment, tu fais même plus les donjons, parce que alors, tu trouves 30 pièces d'or, une dague, enchantée, tu as déjà probablement enchantement, tu as déjà 100 000 gold, enfin, très vite, en fait, les récompenses sont plus au niveau de ce que l'effort que tu dois mettre dedans. Là où Elden Ring, en fait, même à la fin, tu te dis, putain, ça se trouve, il y a un nouvel cendre d'âme, un nouveau spell à spammer, enfin, en fait, c'est plein de promesses de récompenses où tu te dis, putain, si je peux trouver un truc comme ça, ou dans tel jeu, il y avait ce genre de truc où tu te dis, tiens, je pourrais trouver une arme un peu dans ce genre-là, ça trop bien et tout, l'équivalent du katana, enfin, il y a plein de trucs comme ça, tu te dis, putain, si ça se trouve dans le jeu, et tu te dis, putain, où ça peut être, enfin, vraiment, en fait, tout le système t'encourage vraiment à explorer et vraiment être actif dans l'exploration. C'est ça. C'est ce qui fait qu'en fait, genre, contrairement à un world design à la Ubisoft, formule Ubisoft, qui prône, comme je disais, la consommation de contenu, en fait, on est conscient que ça, c'est des gens un peu plus casus, qui ont un temps de jeu limité. Par exemple, voilà, un père de famille qui joue juste 30 minutes une fois par semaine, tu vois. Mais en fait, quand il arrive dans son jeu, potentiellement, il veut juste qu'on lui dise quoi faire. Tiens, vas-y, fais telle quête. Et puis en fait, il s'en va, tu vois. Il a peut-être moins envie de s'activer. Donc ça dépend des gens, c'est pas une règle générale, mais en fait, ici, plus des gens qui ont envie d'être moins actifs, entre guillemets, dans le choix de ce qu'ils vont faire, mais qu'on leur dise plus quoi faire et s'amuser avec les mécaniques en elles-mêmes, tu vois. C'est ce que cible initialement la formule Ubisoft, même si bon, bah, la cible commence un peu à se lasser. Mais ça, c'est un autre souci. Voilà. Et là où effectivement un Elden Ring ou un Breath of the Wild va être plus actif dans l'exploration et d'une certaine façon faire que l'open world est plus un contexte de liberté de hey, tu peux te balader partout MDR. Là, non, en fait, activement l'exploration, en fait, vraiment, tu la vis. En fait. C'est j'ai une carte vierge, faut que je la remplisse. Et puis voilà. Quoi. Il y a un truc que j'aime beaucoup, moi aussi, dans Elden Ring, c'est le travail de fou qui est apporté sur les zones cachées, tu sais. Où il y en a une que j'adore particulièrement, c'est celle où t'as un ciel étoilé. Je sais pas sur laquelle je fais référence. Bah, c'est ça. Alors j'ai plus le nom en tête, mais je crois que c'est celle. Je crois que c'est la zone qui est créée par le. Hein? Je sais plus c'est laquelle. C'est peut-être la Nécrolab, je sais plus. Je crois que c'est celle qui est. Je crois que c'est celle qui est créée, tu sais, par le cratère qui est causé par le météore quand tu bats l'ennemi aux cheveux rouges. Là, pareil. Ouais, j'ai plus le nom. Moi, je vais avec tous les jeux, donc. Moi, parce qu'elle me dit quelque chose, effectivement. Je crois la Sophria? Non, c'est pas la Sophria. C'est pas Sophria? Ok. Non. La Sophria, je l'ai beaucoup aimé, la Sophria, la première fois. Ah, ben, peut-être que oui. Je crois que c'était celle-là. Je vois des étoiles dans le ciel. Ouais, c'est peut-être la Sophria, ouais. Parce que je crois que c'était celle-là. J'avais beaucoup aimé la Sophria aussi. Ouais. Hein. En fait, il y a plein de trucs comme ça où vraiment. C'est pour ça que je te dis que tu es actif dans l'exploration. Non seulement tu as des récompenses, effectivement, matérielles, on va dire. Ah, c'est celle-ci. Nokron, la ville éternelle. Même tu vois, si tu l'entends là, mais tu chantes, c'est des ennemis. Ouais. Il y a tout un travail aussi sur la mélancolie du monde aussi. Moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup dans le travail des FromSoft et des Souls, et qui rappelle aussi pas mal, du coup, Berserk, etc. C'est vraiment ouais, complètement. mélancolie du monde, tu vois. Moi, il y a un truc. Alors,
Je sais que le boss, moi aussi, je l'ai détesté, un géant de feu. Je ne comprends pas comment ils vont en faire. Ils n'ont pas trouvé la parade pour faire des boss agréables géants avec la caméra Ouais. lock. Mais par contre, la mélancolie du géant de feu qui se lève, tu sais, qui est vraiment très pâteau, et ça, Oui. c'est cool, tu vois. Genre, vraiment, ils ont vraiment bien. Enfin, il y a vraiment une thématique particulière là-dessus sur la mélancolie du monde. Et puis, je comprends que les gens trouvent le jeu techniquement pas beau, parce que quand tu te rapproches, effectivement, les textures sont pas belles, mais niveau composition, par contre, c'est pas que c'est moche, quoi. Genre, Ah non, voilà. la direction artistique, Ouais, non, c'est intéressant. elle est folle. Effectivement, sur Mais... le car design et sur les textures, c'est pas les meilleurs, mais par contre, voilà. Hum, Après, hum. ils ont vraiment des concepts d'images où tu vois que ouais, ils doivent faire des photos et des caméras et des trucs. Et ouais, Ouais. Mais moi, tu vois, voilà, ce niveau, tu vois, je le trouve magnifique. Tu vois, ouais, clairement, il n'y a rien à dire. Hein. Ouais. Puis c'est Après, entre, ouais, il y a plein d'inspirations architecturales, enfin, il y a plein de trucs qui sont hum. complètement cool. Enfin, bref, beaucoup de choses à dire dessus. Beaucoup de choses à dire dessus. Mais voilà, du coup, c'est... Tu vois, même si parfois c'est la récompense n'est pas forcément dans une arme ou quelque chose, ça va être juste le fait d'avoir découvert une zone qui est C'est ça, parce magnifique. que c'est pareil aussi. Et... Bref, ça aussi le fait très bien. Par exemple, des fois, tu explores, tu as un truc qui apparaît, je me souviens qu'il y avait une espèce, alors, je pense que c'est un dragon, je crois, qui popait, qui passait pas devant toi. Enfin, il y a plein de trucs comme ça un peu où quand tu explores, il y a des choses qui se passent. Et c'est ça aussi qui est cool dans l'exploration. C'est genre, en fait, le monde vit, mais en même temps, toi aussi, des fois, tu mélanges c'est très scripté, mais ça fait quand même une partie Ouais, de l'exploration de putain, j'ai vu ça et tout, c'était trop cool. Puis ouais, comme c'est des choses qui sont pas indiquées, tout le monde le verra pas, tu vois. Et du coup, ça fait c'est partie un ça. peu des trucs que tu discutes à la cour de récré, quoi. C'est ça, enfin. Tu vois, c'est un Ouais, peu des ouais. trucs que maintenant, malheureusement, ont un peu disparu effectivement, les formes Ubisoft, où en fait, comme tout est indiqué, bah, tu perds un peu le côté. En fait, j'ai été actif en exploration, puis on a une expérience un peu différente. Tu vois. Oui, Par oui, exemple, moi, oui. je pense que. Parce qu'en fait, genre, en fait, comme je suis level designer, j'ai exploré beaucoup le jeu. Et du Hmm. coup, j'ai un peu trop roulé sur la base. C'est pour ça que je compte le faire avant de faire le DLC, je compte me refaire le jeu. Mais cette fois-ci, Ouais. en ayant un peu plus straightforward. Parce qu'en fait, du coup, Hmm. j'ai vraiment tout décortiqué. Genre, vraiment, les autres, je les ai poncées, celles que j'ai faites. Hmm. Il m'en reste encore, j'ai pas eu le temps de finir, comme tu peux voir. Mais vraiment, chaque centimètre carré que tu as vu qui sont Bah, là, on voit que je les les ai points, ils faits. sont là. Je les ai faits. Et parce que ouais, genre, c'est fascinant à observer, toi, à regarder, et Ouais, voir ouais. ce qu'on fait. Et c'est pour ça que j'ai passé beaucoup trop de temps sur le jeu. Mais effectivement, du coup, ça a un peu gâché le côté. Bah, en fait, je suis arrivé devant le boss final et vraiment, je l'ai first try. Ouais. Et je suis quand même bon niveau. Hein, et genre, j'ai pas gagné beaucoup de niveau depuis. Donc, je crois que j'avais Hmm. niveau quelque chose comme 110. Bon, là, on voit pas d'ici, je crois, mais si, sur ça. Ouais. Ouais, 130, tu vois. Donc, en fait, je sais pas quel niveau était prévu normalement, peut-être 90, un truc comme ça. Hmm. Mais j'ai peut-être un peu trop over level. C'est peut-être un truc, j'aurais aimé qu'ils soient un peu mieux gérés, mais ça, c'est pas très grave, ouais. Mais c'est vrai, c'est des trucs d'expérience où moi, je l'ai roulé dessus, puis d'autres ont dit, putain, je vais chier et tout. Et tu dis, Hmm. combien? Puis il fait 80, je fais, ah, bah, en même temps, on a pas la même expérience, quoi. Et c'est parti aussi du truc, hein. Des fois, ça peut être dommage, des gens qui disent, ouais, mais on peut rouler trop facilement dessus. Ouais, en même temps, tu as vécu quelque chose d'incroyable sur le jeu et que, bah ouais, ça fait partie de Hmm. l'expérience, quoi. Moi, c'est un peu l'accident que j'ai eu sur le début du jeu. C'est que tu allais d'entrée sur le premier boss, je crois que c'était Morgoth Margaret, le Déchu. ouais, M- Margaret, Bah, ouais, Margath le Déchu, un truc comme ça. ouais, le tout Et premier, là. ouais, et je crois que j'étais genre, tu sais, le niveau de base, tu vois, j'ai pris peut-être un ou deux levels de plus, mais je suis allé, tu sais, Cette peut-être horde, elle est dessus, peut-être ouais. la première. Et je me suis fait défoncer, je En crois que plus, c'est un j'ai... gros. Parce qu'en fait, c'est intéressant dans celui-là, contrairement à ce que ferait. En fait, c'est dû au fait qu'il est un jeu hardcore et qu'il veut te montrer c'est quoi l'expérience. Hmm, En fait, le jeu, quand il joue, jusqu'à Margaret, en fait, il est plutôt facile. Genre par c'est rapport à un vrai, truc. ouais. Hmm, Quand tu compares à un autre chose, en vrai, genre, c'est vraiment très accessible. Et en fait, Margaret arrive vraiment en mode coup près, en mode. C'est là, en fait, ton checkpoint sous le like. c'est En fait, ça. il est Ouais. vraiment. Après, il y a un argument qui dirait qu'il est peut-être un chouïa trop dur par rapport à ce qu'on pourrait attendre à ce niveau-là du jeu. Hmm. Mais justement, pour moi, il est vraiment assumé en mode non, non, c'est un checkpoint et c'est pas de faire la suite du jeu tant que t'as pas fait ça, quoi. Et Ouais, c'est mais pour ça c'est que excellent ça. Margaret, en fait, genre, tu regardes, c'est celui qui était plus mis en relève. Donc, Hmm, techniquement, tu es au milieu de cette zone quand tu commences. hmm. Genre, si tu regardes la carte, j'ai tout le sud. Ouais, 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 c'est Et ça. c'est extra, en fait, parce qu'en fait, tu es plutôt encouragé à pas À forcément aller faire monter. Margaret de suite, même si on te l'indique. Tu Hmm, peux tester, mais tu vas te prendre une grosse baffe. Et après, tout le exactement. LD, quand tu regardes, justement, je vais me TP là pour te montrer. Hop. Alors non, là, je vais directement dans la boss, l'arène du boss, c'est chiant. On va se mettre à peu près aller par là, admettons. Qui va du maître de guerre. Donc, admettons, tu Hmm, backtrack, tu te fais casser la gueule par Margaret, tu backtrack et tu te rends compte, en fait, tu as d'autres chemins et que là d'où tu viens, en fait, il y avait potentiellement d'autres choses à voir. hmm, hmm. Là, tu as des boss si je continue, donc là, bon, tu as autre chose dans ce sens-là, on s'en fiche un peu. C'est la façon qui nous intéressait. Mais du coup, si je me balade un petit peu, on va revenir un peu en arrière. Et du coup, en fait, tu as plein de petites zones à refaire, en fait, que tu n'avais pas fait parce que tu commençais déjà au début du jeu, en fait, à la Ouais, moitié de la zone. Donc, si tu regardes, en fait, donc là, bon, là, ça, tu l'as déjà fait. Et si je reviens un petit peu en avant, tu vois, genre, techniquement, toi, tu as potentiellement fait le S que tu as là. Donc, tu fais ça, un petit S là, ici, c'est et tu ça. fais ça. Et Exactement. bah, ouais, mais mon pote, genre, sur la zone, là, tu as fait juste ça, en fait. Et techniquement, même si ça, c'est pour plus tard, tu as quand même tout ce tronçon là du centre Ouais, qui est à ouais. faire et qui est techniquement, effectivement, plus facile que Margaret. Ouais, c'est ça. Et Moi, après, du coup, c'est c'est ce sur que j'ai quoi, fait. en fait, on te montre volontairement le coup près de attends, là, c'est trop dur pour toi.
Moi, personnellement, je suis un con, donc j'ai tryhard, parce que Ouais, c'est ouais. un genre de Souls, et moi, en fait, je m'y attendais vraiment pas. Je me suis dit, bah, c'est un tryhard, c'est Souls, quoi. Mhm. Et en fait, j'ai fait le reste du jeu après, toute la suite. Parce que quand je suis arrivé, je suis à peu près là. Je suis Ouais, allé au début de ouais. l'année, je fais, attends, ça c'est une nouvelle zone. J'ai cogné le reste. Et vraiment, tout était plus faible que ma reine. Et je fais, ok, j'ai pas, enfin, j'aurais pas dû tryhard et c'est plutôt Ouais. de la Mais c'est aussi ce qui fait partie de l'expérience. Hein, c'est soit effectivement, t'as envie de tryhard le perso et te dire, vas-y, je le tombe, je le tombe. Soit en fait, au contraire, tout est fait pour essayer de te donner le niveau dont tu as besoin pour le faire. Et Mhm. tu as toute une partie sud qui est faite un peu plus facile pour dire, eh, vas-y, explore, regarde, il y a des choses à faire et Mhm. à trouver, quoi. Ouais. Ouais, moi, du coup, c'est ce que j'avais fait, c'est que j'avais tryhard, mais un sous-boss que j'avais rencontré avant, parce que alors, j'ai légèrement exagéré en disant que je suis allé direct Ouais, sur lui. J'ai fait juste, bah, justement, dans mon explo, j'ai vu un trou dans une falaise. ouais, Je bah, me t'as fait souviens, la catacombe orageuse, là, qui est à gauche. Ah non, ouais, c'est ou la celle-ci. grotte bousquet, t'en as deux. C'est une des deux. Je sais pas si c'est les chats, c'est un des chats, je crois, parce que tu sais, t'as les statues chats là, et je crois que c'est le premier contre je crois, je sais plus. Peut-être, mais je sais que j'ai mis justement ce sous-boss à la con, je l'ai tryhard, je crois que il m'a fallu 30 ou 40 essais Ouais. pour avoir le bout. Et après, j'ai tracé direct justement à Regarde ça. Morgoth Ah bah, en fait, et ce qui va très vite en vrai. Hein. Parce qu'en fait, là, t'as ça. Après, t'as ouais, cette espèce d'immense porte où t'as ton premier géant, ouais. qui est là. Donc, il te fait un peu une sorte de semi-boss de, hé, attends, avant d'aller là, si tu vois pas le boss, ça sert à rien de continuer. Si tu vois pas le Ouais, ouais, semi-boss qui est l'espèce de gros géant que tu vois pour la première fois. c'est Et ça. après, là, après, t'as vu, c'est une ligne droite. Enfin, c'est une ligne droite, c'est un S, mais Ouais, t'as ouais, plus ouais. vraiment de challenge et de trucs sur le chemin. Tu vois. Genre, c'est vraiment fait pour. Lui, il est censé garder la porte en mode. Si jamais tu passes par là, c'est le chemin plus direct, mais attention, il y a un géant un peu dur. Et après, effectivement, tu peux aller plus droit vers Margaret. Par contre, c'est plutôt t'encourager à dire, OK, tu t'es fait casser la gueule par Margaret, ben, reviens en Mhm. arrière, poteau, t'as fait qu'un tiers de la zone, en fait. Genre, Ouais, mais bon, du coup, c'est ça, hein, c'est que je crois que Margate, je l'ai essayé, genre, peut-être 10 fois à tout casser, je me suis fait poutrer, j'en ai eu marre, du coup, je suis allé gagner du niveau un petit peu à droite à gauche, justement, bah, à l'est et au sud. ouais, Et après, ouais, après, je suis retourné le voir, j'étais niveau 30, et là, il a pas vu le jour, quoi. ouais, bah, après, je trouve aussi que c'est ce qui participe un peu au fait que ce soit le plus accessible des Souls, c'est qu'en fait, Mhm. vraiment, en fait, si même vraiment tu galères trop sur un boss, tu peux juste overpower et ça va passer au bout d'un moment, tu vois. Genre, c'est quelque chose que Ouais. pas dans les premiers Souls où, non, en fait, genre, le boss, t'es fait pour passer, t'as pas moyen de farmer correctement et faut le Mhm. vanilla le boss, quoi. Genre, Ouais. mais voilà. Ah. Après, tu vois, le truc me concernant, c'est aussi que c'était mon premier Souls, et j'ai pas ce truc, tu sais, moi j'ai ce truc classique du joueur de RPG, où tu blindes ton inventaire, tu sais, Ouais. et tu peux porter Ah oui, la scène de poids et de patrol. voilà, tu peux porter des commodes, des grosses boucliers, n'importe quoi, un frigo, ça a aucune Ouais, importance, effectivement, t'as un scène de poids qui fait aucune que incidence lui, dans le perso. Et là, après, j'ai compris qu'en fait, non, si tu portes trop de choses, t'es lourd. Et du coup, ben, il y avait ça aussi, tu vois, c'est que je suis arrivé vers Margit et j'étais super lourd, tu vois. Et pas, du coup, dans mes esquives, j'arrivais à rien esquiver, tout ça. Et après, une fois que j'ai aussi maîtrisé cet aspect du gameplay, bon, ça allait beaucoup mieux, quoi. ouais, clairement. Ouais. Bah, c'est vrai Mm, qu'il y mm. a, en fait, il y a plein de règles que le jeu a hérité des Souls, hein, même s'il a essayé de Ouais. simplifier certaines formules. Après, il a repris un peu de tout. Il a repris différentes mécaniques de différents Souls-like. Il a pris un peu de Bloodborne, il a pris un peu de Dark Souls 3. Enfin, il y a plein de choses qu'il a fait à gauche, à droite. Ouais. Du coup, effectivement, bah, c'est des règles où effectivement, si ça joue un peu à tous les Souls, tous les Souls. Bah, c'est Mm, des choses que mm. tu connaissais déjà. Après, effectivement, je comprends que s'ils mettent à tout à découvrir sur Elden Ring, ça va être une belle marche. Ouais, ça va être une belle marche à monter, effectivement. Ouais. Mais Euh, pour revenir un petit peu au world design, c'est ce fait qui est toujours cet arbre brillant, l'arbre de ouais, vie, euh, et que t'aies aussi des mini arbres de vie, tu vois, ouais, à droite à gauche, ça aussi, ça fonctionne bien, je trouve. Parce ouais, que ouais. tu sais qu'ils sont importants et qu'au pied de ces arbres, t'as toujours un boss ou un truc assez important à récupérer. Enfin voilà, ça a toujours être d'une intérêt. Ça aussi, je trouve que c'est bien foutu, quoi, de voir ce genre, putain, il y en a autant que ça, et du coup, rien qu'en levant la tête, tu vois, tu te dis, bon, là, je vois à peu près, si je pars en telle direction, je peux en faire deux ou Oui, en fait, tu trois. as différents niveaux de Mm, landmark, de points mm, d'intérêt. mm, Effectivement, l'arbre de vie, c'est le plus gros et tu le vois de n'importe où. Genre, il y a très peu de zones où tu ne vois pas, mm, sauf mm, quand tu es mm. dans le souterrain. Effectivement, après je crois qu'il y a quelque chose comme trois quatre arbres par zone, à peu près. Mm, mm, Alors, un mm. peu des arbres mineurs. Et du coup, effectivement, bon, bah, à chaque pied, tu as un boss. Il évolue au bout d'un moment. Des fois, ça devient un boss combu. Là, je sais comment ils appellent ça, le truc écarlate. Je sais Mm. pas exactement. Et du coup, ils évoluent un petit peu. Ils sont un peu plus durs avec des nouveaux movesets. Mais ouais, ouais, clairement, et en vrai, je te dis, hein, je fais des TP volontairement random pour te montrer, hein, mais c'est monstrueux, hein, genre vraiment, t'as toujours un truc à regarder, c'est flippant en fait, genre, même flippant en fait. Hein, genre, tu te dis, mais comment les mecs en sont arrivés là, quoi, genre, c'est toi, genre même une église random, tu vois, genre là, je bord la falaise, je vais regarder en bas, puis je verrai plein de trucs en fait. Et Ouais.
ça qui est monstrueux, en fait. Genre, tu vois, genre là, coup, je retourne sur le château de Verna. Et tu vois, bon, là, c'est l'avantage de la cuvette, hein, c'est que du coup, il n'y a pas grand-chose qui te gêne, hein, pour regarder le château. Ouais. Et toi, derrière, on utilise encore un autre truc. Là, il y a des trucs en contrebas. Enfin, c'est Ouais, non, c'est vrai. vraiment un taf monstrueux, vraiment incroyable. Comme tu dis. Ouais. Et a priori, le point fort du DLC, c'est qu'il est beaucoup plus vertical, si j'ai bien compris. Ouais, Mais je l'ai pas c'est- encore fait, donc je vois pas, j'arrive pas à concevoir concrètement la différence qu'il peut y avoir avec celui-ci. Bon, après, au-delà des vastes étendues, j'imagine que l'autre doit être un peu plus restreint. C'est allé sur moins de largeur. Mais en tout cas, ouais, je suis curieux de voir ce qui a été fait sur le DLC, que je compte faire aussi. Pareil, je manque de temps, quoi, pour l'instant. ouais, bah pareil, hein, genre, parce que j'ai prévu de refaire le jeu avec une expérience un peu plus proche de l'XP voulu, Ouais. avant de faire le DLC, parce que genre le DLC je l'ai, hein, mais c'est juste que ouais, je ne me suis pas fait quoi. Mais pareil, il y a trop de trucs à faire, puis comme après, en plus, à côté du boulot, je donne des cours, et puis en plus, bah, j'ai ma chaîne, j'ai besoin de faire des trucs dessus, bah en fait, genre mon temps de jeu, il est vraiment très réduit. Ouais, ouais. Donc voilà. Mais ouais, c'est vrai que c'est partie des jeux où genre, c'est pour ça qu'en même temps, des fois, j'ai peur de me lancer dedans, parce que je sais que je peux partir pendant trop longtemps. Et c'est vraiment le jeu. Là, j'ai fait 60 une soixantaine d'heures de jeu où j'explorais beaucoup, etc. Donc, j'ai fini le premier boss, enfin, le boss principal, en fait, ce qui était prévu initialement, donc pas les boss cachés, etc. Mais vraiment, je me suis arrêté parce que je me dis, non, en fait, genre, parce que ces 60 heures, je vais le faire en quoi, 2-3 semaines, un truc comme ça. Ouais. Je me dis, non, en fait, ça me prend. Enfin, je me suis dit, en fait, je vais me sauver. Et Mhm. je vais attendre, je reviendrai plus tard, j'attendrai le DLC et je ferai tout, je referai tout. J'ai Ouais. un peu de poids d'ordu, je n'ai toujours pas lancé le jeu, mais pour faire le DLC, mais ouais. C'est vrai que genre, c'est assez monstrueux comme travail. Et si tu veux, je peux proposer, est-ce qu'on peut relancer une partie pour regarder un peu le tuto et comment le début du jeu est prévu? On se concentre Mhm. sur Ouais. le début. Ouais, complètement, ouais. Comme ça, on va regarder ça tous les deux. Donc, c'est la partie. Ouais, toi, 56 heures, tu vois. Ouais, ouais. 6 heures. Et ouais, j'ai bien retourné le jeu. J'ai pas tout fait, mais ce que j'ai fait, je l'ai bien fait. Ouais, quand même, en 56 heures, ouais, tu l'as poutré quand même, quoi. Ouais, mais c'est pas, le problème, c'est qu'après, il y a un peu des formations professionnelles. Tu sais, comme c'est partie de ces jeux où, en fait, c'est un peu le même délire dans Styx. Où on fait vraiment toujours des niveaux très grands et très verticaux, même si en fait c'est la vista qui t'invite ça, mais ça invite toujours un monde plus grand que toi, mais vraiment vaste. Mhm. Genre vraiment, c'est pas juste du pipeau, c'est t'as l'impression que le monde est naturellement plus grand, tu vois. Et Ouais. nous, ce qui nous fascine tous à Cynid, en fait, sur la formule de FromSoft, hein, c'est les Dark Souls, c'est pareil. Et c'est pour ça que, genre, en fait, ça en fait partie des références. Hein. Tu parles au game director de Styx, lui, dans ses refs, il y a Souls. Hein. Alors pourtant, c'est pas un Souls-like, hein, toi, c'est un jeu d'inspiration. Ouais. Mais en termes d'architecture, de réflexion du monde et de comment on perçoit toi-même dans l'immensité que c'est, en plus, comme dans un Styx, tu joues un petit gobelin, enfin, toi, ça fait sens, tu vois, t'as encore Ouais. ça rajoute encore un truc en plus. Alors, tu peux faire un petit nouveau perso rapido. Après, est-ce que tu avais vu je fais une petite aparté, mais je sais pas si tu connais la chaîne Alt 236. Euh, il avait fait une superbe vidéo sur Elden Ring, justement, Ouais, sur les influences notamment artistiques, même si après il parle aussi de la conception du monde et tout, euh, mais lui, enfin, il se sent quand, il se concentre quand même sur pas mal sur la partie artistique ouais. et c'est fou quoi de voir tout le travail monstre qu'il y a dessus. Alors évidemment il y a un travail de recherche, mais aussi le travail de conception derrière pour adapter tout ça. Enfin voilà, je vois le travail monstre, donc je sais pas si toi tu l'as vu cette vidéo, mais voilà, moi j'invite un peu ceux qui nous écoutent, s'ils l'ont pas vu, à aller sur sa chaîne et voilà, c'est la vidéo Mythologix 12 Elden Ring, donc de la chaîne Alt 236 à vraiment découvrir quoi. Elle dure 2 heures, mais ouais, elle passe très très bien quoi. Ok, ok. Non, c'est vrai que celle-là, je la connaissais pas. Hmm. Je la connaissais pas, ça me dit rien. Bon, du coup, là, bon, après, là, c'est un début un peu classique de Dark Souls. Hein. Donc, Ouais. on donne un objet. Hop. Donc là, après, souvent, les trucs où il n'y a pas plein de choses indiquées. Donc là, pour une porte. Hmm, hmm, hmm. Hop. Donc là, c'est là. Hop. Et là t'as le premier point de vue. Voilà, donc là où tu le vois, Ouais, donc t'es c'est devant. ça. Donc, t'as vraiment le. Et toi, j'en parlais tout à l'heure de compo où vraiment. Toi, t'as un truc qui n'est pas directement devant toi, là. Hein. Juste, il te tire l'œil, tu vois. Ouais, Et ouais. toi, genre, tu regardes naturellement, tu fais, mais c'est quoi ce truc, tu vois, genre, Ah, ça, le truc, derrière, c'est quoi, c'est ça. ouais, tu devines de l'architecture derrière. Enfin, toi, en plus, c'est. Hum, hum, Là, ce qui est ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas montré, c'est suggéré. Tu vois, genre, tu hum, dis, hum, hum, ah, ça a l'air incroyable. Et en fait, ça rajoute au côté. Tu sais pas ce que c'est, en même temps, c'est là immense. hum. C'est vraiment très, très cool. Enfin, Il y a- il faut troll, mon perso. ce qui marche bien, je trouve, dès que tu commences, c'est que t'as vraiment ce sentiment de... Putain, je me réveille en plein cauchemar. T'as Ouais, oui, vraiment ce truc. effectivement, ouais, c'est. Ah, Il y a un peu ce côté-là, je suis d'accord, ouais, effectivement. Il y a que ce côté-là, ouais, surtout, ils sont partout, le truc est comme garçon, enfin, c'est.
Tu viens de hum. web, c'est pas. Enfin, c'est. Je comprends. Bon, là, t'as forcément des gens qui trollent. Il y en a un qui dit sauter, non? Ah, peut-être, ouais, possible. Ah non, c'est bon. En Classique bas, tu message. sais, en bas. Ok, allez, j'y vais. Ah, ah c'est des conneries, quoi. C'est parti du délire, quoi. Ouais, clairement. Bon, après, j'ai pas essayé de faire le boss. Hein, là, je vais me laisser tuer pour vous montrer le vrai jeu, les gens qui Ouais. le font normalement. Je crois que c'est le cavalier, non, le premier, là, que tu Ah non, croises, c'est là? un monstre. Tu sais, c'est le monstre à quatre bras, l'abomination à quatre bras, là. Ah, Le oui, c'est premier, vrai. c'est quand tu commences le vrai jeu, quoi. Là, t'as Ouais, une c'est vrai. abomination à quatre bras, là, avec quatre armes de mémoire. Hum. Je vais me passer, hein, je vais me laisser me défoncer. Ah, il a plus que quatre bras. Putain, je Donc, l'avais comme ça, on va pouvoir voir oublié. un peu c'est quoi le vrai jeu, ce qui était prévu. Bon, j'ai skippé, hein, désolé pour les gens, mais. Hop. Ouais. Du coup, on a quelque chose qui est assez amusant. C'est la composition qu'on a là, Ouais. qui est assez marrante. Donc là, tu as un personnage qui est mis en valeur à droite, qui est sur ton chemin. Hum. Donc en fait, ça peut t'encourager vraiment à lui parler, et sur ton chemin, même si beaucoup de gens ne vont pas parler, etc. Et du coup, là, tu as vu, j'ai un message qui me disait Hum. le tuto est là, en fait. Donc, en fait, là, il y a Oui. un jeu où en fait, on a un tuto optionnel, ce qui est assez intéressant à voir. Où on se dit, en fait, on sait très bien qu'il y a beaucoup de joueurs de Souls qui vont jouer. Ouais. Donc, si vous voulez pas vous prendre la tête à faire genre 5 minutes dirigiste, allez-y, go. Ouais. Mais sinon, bah, sautez quoi. Tu vois, genre, et du coup, on va faire. Donc là, on va faire comme ça, on voulait tuto. Donc là, D'accord. justement, la hauteur de chute, elle est fait exprès pour que tu prennes des dégâts. Ouais. Comme ça, on fait un tuto potion. Ah, putain. Voilà. Là, Astucieux, ça. ton premier site de grâce, qui est ici. Hum. Donc, qui sont les nouveaux camps de feu. Les feux de camp, pardon. Donc là, voilà, tu apprends que, ok, ça, c'est des trucs. Voilà. À Ouais. faire. Qui vont, sur lesquels tu peux te reposer, tu vas interagir avec. Et pour l'instant, il manque quelques mécaniques et c'est normal, tu les découvriras plus tard. Donc, il y a vraiment un côté très progressif au jeu et surtout qu'il s'adapte là où là, ce que tu as fait. Par exemple, Ouais. je sais où j'ai oublié comment elle s'appelle, mais la personne avec un infirmier qui donne ton cheval, elle spawn pas forcément au même endroit pour tout le monde. Normalement, Hum. naturellement, c'est fait pour être étudié pour qu'elle spawn devant la grande porte. Mais si tu as fait une exploration différente, bah, elle peut spawner plus loin. Et c'est Hum. quelque chose qui est assez intéressant à voir. Alors, normalement, je crois que là, on a un tuto combat. Donc là, non, on a log d'abord à gauche. On voit déjà, t'as Mhm. vu genre, la vitesse à laquelle les trucs. Ouais. Ouais. Donc là, on t'apprend à attaquer. Ok. Effectivement. Avec quelqu'un qui a dos tourné, qui a pas Donc là, forcément voilà, tellement à il est pas venir, face à ouais. toi, il est dos tourné. On voit qu'il nous détectait pas. Bon, j'aurais pu passer dans lui si je voulais forcer, mais là, Hum. clairement, on a un truc un peu facile. Là, ils sont Ouais. un par un. Je les two shot. Là, on voit que même l'endurance n'a même pas d'impact. Tu vois, genre, vraiment, Ouais. shot, là, pour l'instant, c'est juste OK, je spam. Là, on apprend Hum. à faire de la garde. Je dis OK. Voilà. Donc là, j'ai pas gardé parce que j'ai vu qu'il a pris trop de temps. Ouais. Mais voilà, donc on commence à prendre les trucs petit à petit, ça m'a. Voilà. C'est un tuto en fait finalement qu'on trouvait classique en fait, hein, vraiment. C'est juste qu'en Hum. fait, ils ont volontairement mis de côté en se disant en vrai on le sait tous, vous êtes des joueurs de tous, mais au cas où pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, bah, c'est ici que ça se passe. Ouais, ouais. Donc là on enchaîne, toi les zombies, hein, vraiment là tu te dirais bah, en fait voilà, c'est extrêmement facile. Hum. Et du coup là, hop, Un petit chevalier. on a un petit chevalier, donc là, on t'apprend à sprinter, voilà, pour esquiver le truc. Donc là je crois que c'est l'esquive là cette fois. Non, Mhm. lance d'armes celui-là. Et du coup, donc là, on a le lock qu'on apprend, qu'on utilise. Voilà. Et du coup, après, alors moi, je sais même pas ce qu'il y a comme arme à côté, faut que je regarde, mais là, celui-là, il attaque pas. Ouais. Voilà, donc en fait, genre, il faudrait. Donc, je crois que c'est ça, voilà. Et là, parce que là, je vais pouvoir lui mettre des dégâts. Et là, il va commencer peut-être attaquer. Non, tu vois pas. Non, lui, il est vraiment fait pour pas attaquer, juste, voilà. Là, Ouais. quand je le knock, et vraiment, tu as vu que tant que je ne mettais pas. Vu qu'en fait, mon arme a une main, quand je le mettais à une main, il ne mettait pas de dégâts. En fait, Ouais. il était là, il était juste en mode j'encaisse pour toi. Et après, une fois que je me mets à deux mains, bah, là, je commence à mettre des dégâts. Et au bout d'un Hum. moment, bah, je mets suffisamment de dégâts pour qu'il baisse son clé. Et là, je mets des vrais dégâts. Ouais. Donc, vraiment une approche en fait, très classique du judo. Vraiment, c'est assez rare de voir ça en fait, dans un soft, hein, de dire ouais, ils y vont vraiment. Mhm. Ils ont vraiment ouvert le truc, et ce qui est pas plus mal. Hein, c'est vraiment Oui. c'est plutôt agréable en fait, quand tu débutes, de dire ok, bon, en fait, tu apprends tout, et tout, tu peux très bien penser. Donc là, tu vas encore, voilà, lui. On voit que les projectiles sont assez lents. Ça, moi, c'est un truc qui m'a fait beaucoup rire. C'est en fait, as vraiment une esquive active de. En fait, juste tu te déplaces tellement que c'est lent. Là, genre, dans aucun jeu, c'est Mhm. un peu aussi lent normalement. C'est assez rare. Ouais. Ouais. Et là, vraiment, c'est assez marrant à voir. Au revoir.
plus s'il manque le stealth dans le tuto, je sais plus. Je crois pas. Bonne question. Je pense. Parce que je sais même pas avoir fait le tuto, tu vois, tout ça, ça me parle pas, quoi. Ouais, ça, tu vas pas où. Après, t'inquiète, hein, c'est pas. Ça, on verra après à la composition certain. Hum. Ah bah si, regarde. Attends, là, c'est ça trop pire. Ouais, un truc. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en plus, pour s'accroupir, même s'il n'y a pas vraiment de système de détection dans le jeu, pour te signifier que tu es caché, peut-être mettre des bugs pour dire, hey, regarde, pour t'encourager à faire ça. Alors, Ouais. c'est vraiment le système de vraie détection, de détection classique toi dans un jeu de façon, tu vois. Avec les Hum. skins qui apparaissent pour dire, hey, je te détecte un petit peu, beaucoup, et je vais t'attaquer. C'est assez marrant à voir. Ils ont quand même utilisé ce code-là visuel pour dire, hey, regarde, c'est un peu quand même. Ça ressemble Ouais. à ça, quoi. C'est assez marrant à voir. Donc là, briser les postures, donc on fait les attaques chargées. Donc là, bon, Ouais. classique, on apprend vraiment les mécaniques une par une. Donc là, j'ai l'attaque chargée. Oups, c'est pas ça que je vais faire. Bon, l'avantage, c'est que les premiers ennemis ont des patterns très très grands. Ouais. Mais toi, jusque-là, l'endurance m'a pas vraiment impacté. Tu vois, genre, c'est très bizarre. Parfois, j'ai fait le tuto parce que je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment un tuto vraiment classique que tu as dans d'autres jeux parce que vraiment, l'endurance, elle a aucun impact. Ouais. Ouais. C'est quelque chose d'assez marrant à voir. Donc là, tu as le boss, donc soldat de Godric. Donc là, voilà, c'est pour initier un peu au combat de boss. Donc, tu as les contre-attaques, il n'y a pas bloquer une attaque pour les contre-attaques. Une mécanique, j'avoue, je ne me suis pas trop sérieux. Moi, je juste de l'esquive globalement. Et, Ouais, ouais, je quoi. pense que c'est un peu tout ce qu'on a fait, je pense, hein. Et puis après, une fois que tu connais les flammes d'invincibilité, c'est vraiment quand tu peux vraiment en abuser. Ce qui, moi, je trouve ça Hum. plaisant. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui s'en plaignent. Mais moi, je trouve ça assez plaisant, une fois que tu maîtrises bien le truc, de voir que bah, genre, tu as profité de la flamme d'invincibilité. Et du coup, bah, là, on arrive. Voilà, donc, on était en bas. Bon, alors, on a sauté. Puis en fait, on arrive par-dessus. On rebute. On a chopé un petit loot en plus. Voilà, il y a un petit truc au bout qu'on va choper. Et on arrive pile en face du truc. Hein, genre, Ouais. hop, on a notre petit arbre qui fait écho à l'arbre qu'on a eu tout à l'heure niveau couleur. Putain, donc on fait rien Hum. en disant un peu de rassurement mental de hey, ça se trouve, c'est lié au gros arbre que tu as eu tout à l'heure. Donc des petits trucs comme ça qui marchent pas tout mal. Du coup, là, on a un truc important. Du coup, niveau, quand on fait des compositions, donc ça marche aussi en level design classique plus on va dire, petit. Mhm. Du coup, la notion de pitch point, donc c'est une réduction de l'espace de circulatoire et des fois, on te force à faire une interaction. Donc c'est le cas avec Hum. cette porte-là. Alors, c'est pas celle-là, c'est le plus tard dans le jeu, il y a l'ascenseur et tout. Mais toi, genre là, on te force à faire une animation qui techniquement prend du temps. Là, j'ai monté, je prends un ascenseur encore plus haut après, et tu arriveras dans la vraie vista. C'est quelque chose d'assez classique qu'on utilise. Donc là, on arrive, il y a une clé, je me souviens de ça. Ouais. On a l'ascenseur, on a la vraie porte. Donc on va en parler. Là, il y a un truc techniquement, tu pourras revenir ici, donc tu peux noter que tu t'en souviens. Là, tu t'interagis avec ça, il dit il manque un truc. Ouais. Alors tu dis oui au cas où. Puis il te dit que tu n'en as pas, donc tu dis ah tiens, j'aurais une clé de l'âme, etc. Donc un petit truc que le jeu te montre, encore, ils n'étaient pas obligés de te le mettre là, ils te le mettent là juste pour dire hey, reviens ici, pense-y. Toi, pour le Ouais. moment, te forcer à te dire hey, t'es malin, tu fais dans le tuto, t'as un truc que t'as pas fini en fait. Hum. C'est quelque chose qui est assez plaisant, tu vois, te récompenser de un truc normalement, je ne ferais pas vraiment, c'est là il te récompense de un truc dont tu te souviens que tu as fait il y a genre 20 heures, tu vois. Et t'as Ouais. compris en fait. Et c'est quelque chose qui est assez cool en vrai d'assumer qu'en fait tu vas être assez malin pour t'en souvenir et que c'est cool en fait, il n'y a pas de problème avec ça. Ouais. Et du coup, là, on arrive à la méga porte qui se lève par le bas, je crois, de mémoire. Et je crois même, alors je vais faire un test, je crois que même la caméra, elle est forcée, je crois. Non. Ah ouais. Non? Non. Non, elle est pas forcée. Je Non. ne sais plus. Du coup, tu arrives sur cette liste-là. Donc là, tu C'est débarques ça. un petit peu. Et voilà la Et composition. le cavalier, il est en bas à droite, je le vois. Voilà. Il est chiant, lui. Il est déjà là. Il t'attend. Là, quand tu arrives, tu as la première composition du jeu. Ouais. Et du coup, c'est une composition assez efficace. Hein. Hum. En fait, Complètement. t'as un truc important quand on fait de la c'est qu'après, tu as des points de vue intermédiaires pour essayer de te repérer et t'aider. C'est Donc là, ça. on en a un qui est immédiat, c'est l'église. Ouais. Du coup, tu y vas, et après, depuis l'église, tu verras un peu la forêt, les forêts, tu pourras commencer à progresser. Donc là, après, on a la composition qu'on avait vu déjà un peu regarder tout à l'heure. Donc, on a une composition montante, donc vraiment, tu es en bas, puis tu vois que ça grimpe, hein, globalement. Là, le côté forêt, un truc que je trouve toujours cool en LD. Parce qu'en fait, ça cache quand même un petit peu les trucs. Tu sais, ça suggère que c'est par là, mais sans tout te spoiler non plus. Pas quelque chose qu'il faut abuser, parce que des fois en LD, c'est quand même bien de tout montrer, de tout maîtriser. Mais quand même, pour la tension un peu ludique, c'est quand même bien de temps en temps de hey, je te montre pas 100% des trucs quand même. Sinon, c'est pas drôle. Bah Là, ouais. quand tu regardes là, genre, bon, tu apparais cette personne-là, tu regardes, même au-delà du landmark, tu vois qu'il y a des choses derrière. Genre là, tu vois qu'il y a une cliff encore plus loin, tu vois, genre. Ouais. Et c'est vrai, tu as ces énormes aqueducs, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Et en plus, c'est lié au château, tu vois. Tu te dis, putain, c'est un chemin. Enfin, tu as plein, en fait, l'environnement te pose à te poser des questions sur, bah ouais, tu as envie de voir ce qui se passe, en fait. C'est ça. Là, tu parles, on dit des choses sur le lore, on te parle un petit peu. Et du coup, bon, après, voilà, tu as un nouveau site de grâce qui est ici. Là, hop,
T'as un petit loot qu'on peut rater, parce que moi, je sais que la première fois, je l'avais raté, j'ai juste qu'à un moment, j'étais mort contre le soleil, parce que j'ai me tapé, puis je l'ai vu après. Voilà, donc le petit titre Ouais. est là. Je sais pas si on peut le débloquer ailleurs, potentiellement, parce que si tout le monde est vraiment ouvert, je pense qu'ils l'ont mis ailleurs. Peut-être sur le premier. C'est juste que comme moi, je l'avais pas vu la première, je suis allé faire des trucs. Je suis revenu Mm. après en moment pour que je chevalier. Et du coup, après, on va aller à l'église ensemble. On va En, essayer de contour- faire, parce qu'on en, va cont- en contournant le cavalier. ouais, on le sait. Mais c'est quelque chose qui est intéressant, genre où dès le début, ils te montrent que en fait, c'est ça, t'es pas censé le faire. Et je sais qu'il y a, par Ouais. exemple, il y a beaucoup de gens qui étaient plus casus, qui n'ont pas compris ça, en fait, qui n'ont jamais fait de Mm. schools, et qui n'ont pas compris que non, mais en fait, c'est pas parce qu'il y a un boss, tu peux fuir en fait dans le jeu. Genre, C'est la ça. fuite fait partie du truc. Si le boss est trop fort, barre-toi et reviens en fait. Exactement. Et c'est quelque chose où moi, je sais pas si vous avez vu, moi je sais qu'à l'époque, le jeu était sorti. Je consommais un peu de contenu d'avis, parce que je consomme toujours des contenus d'avis sur le jeu. Ouais. Différents jeux, pas forcément que je fais, mais juste pour voir un peu comment les gens perçoivent différentes choses Mhm. sur les jeux, etc. Et c'est quelque chose que j'encourage toujours à faire, c'est de regarder un peu ce que les gens pensent des différents, comme avis positifs comme négatifs, hein, d'ailleurs. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui, alors il y en a qui critiquaient le co-design en disant qu'il était trop dirigé, enfin pas assez, pas du tout dirigé, on comprenait rien, enfin, en gros, Mhm. comme ça. Et là où en fait, j'entends ouais, mais en fait, genre la cible est complètement différente. Mais toi, genre par exemple là, un truc que ferait vraiment, par exemple, Assassin's Creed, il ferait méga route pavée là, normalement. Ouais. Tu vois, genre là, il ferait une route pavée de genre 14 km, mais là, il fait un truc plus subtil, tu vois. Non, c'est une route en terre battue. Il y a quand même Ouais. quelques barrières pour te dire, il y a quand même un truc structurellement qui est autour, tu vois. Ouais. Mais tu vois, il est un peu plus subtil que ça, tu vois, genre dans son message. Ouais. Et Ouais. bon, bah, t'as ça. Là, t'as un truc qui monte, tu sais que tu veux monter. Bah, globalement, tu dis, bon, bah, allez par là, on verra bien ce que ça donne, tu vois. Donc là, Ouais. tu Ouais. penses, t'as un petit Bobby qui est là. On va essayer d'éviter le combat pour essayer d'aller un peu plus vite, hein, même si je pense que je vais être obligé d'en faire. Pour le chance, de toute façon, c'est le dingue. Hein. Après, quoi qu'il arrive, inconsciemment, t'es toujours, quand tu as un chemin, t'es toujours tenté de le suivre naturellement, tu sais. Ouais, ouais, c'est vraiment Mhm. c'est partie du guidage Mhm. en level design sur les world design. C'est pour ça que tu vois des routes partout. Et c'est pour ça que c'est important Mhm. quand tu crées un monde de world design de faire des villes et des villages. Parce que sinon, tu Ouais. peux difficilement justifier des routes. En fait, des fois, on crée plus des villes pour faire des routes que faire des routes pour descendre entre les villes. On a besoin de villes parce que bah, faire des routes, c'est comme important pour le guidage en fait. Ouais, ouais. Et c'est un bon indice très facile à faire parce qu'en fait, genre, c'est naturellement, faut tu as envie de suivre les champs parce que ça paraît plus safe, etc. Mhm. Ça, c'est un personnage qui one shot de dos, lui. Je sais que le point que j'avais fait, c'était pas le cas, parce que là, j'ai fait au hasard. Mhm. Et du coup, voilà, t'avances, t'arrives sur cette structure-là, et par exemple, là, bon, bah, tu vois que tu avais un château tout à l'heure, tu vois plus trop, tu vois, genre, ce que je disais, c'est que des fois, cacher un peu ton landmark, c'est pas plus mal en disant, bah, je sais qu'il y a peu par là, mais t'as quand même des doutes, tu te dis, bon, j'ai avancé par là dans cette direction-là, et t'es Mhm. avancé par là, mais t'as pas non plus une certitude, tu vois, genre. Il y a aussi un truc qui est quand même intéressant quand tu fais des landmarks, c'est de temps en temps les cacher un petit peu volontairement. Ce que fait aussi Breath of the Wild, ou ce que fait. Bon, bah, tu sais que c'est peut-être par là, c'est pas vraiment où. T'as un petit doute, mais tu dis, bon, bah, vraiment, j'ai avancé par là. T'évites le gros camp, tu dis, bah, je le ferai peut-être plus tard, mais tu vois que tu t'es appelé par le site de grâce. Hein. Donc, Mhm. c'est plutôt pas mal. Donc, tu vas prendre ton site de grâce. Et là, tu es intrigué quand même. Tu vois, genre, là, cette fois-ci, on a des pavés. Tu vois, la différence de Ouais. la route entre tu vois. Donc là, on a un nivellement de cette route-là et a l'air plus importante. Parce que, bah, en fait, là où c'était de la terre battue un peu nulle, là, c'est de la pierre un peu défoncée, mais ça reste de la pierre. Donc, Mhm. clairement, là, tu as un guidage beaucoup plus fort de, OK, sur le long de cette route, il se passe des choses. Le château de tout à l'heure était par là. Et là, bon, bah, sans spoil, on va se taper, on le voit d'ici, hein, d'ailleurs, il le disait, hein, genre, tu vois là-haut, là. Ouais, c'est vrai, putain, lui, le géant, il est là. Et voilà, donc là, en fait, bon, toi, tu vois pas parce que parfois, tu as plutôt un framing comme ça. Hein. En fait, c'est ça qui est Mhm. marrant, c'est que souvent, c'était pareil avec le archer tout à l'heure, il était un peu hors framing. Et Mhm. quand tu le sais, quoi. Quand tu joues un Souls, tu sais que non, on sait quoi on parle. Ouais, ouais. Et voilà, et du coup, après, voilà, donc tu galères contre Margaret, admettons, tu bats, puis en fait, tu remontes cette route-là, puis en fait, le long de cette route-là, en fait, quand tu progresses, tu vas tomber sur d'autres ennemis avec des choses un peu plus faciles à faire. Ça permet de farmer un peu d'XP et naturellement progresser. Donc, effectivement, Margaret est fait quand même comme un premier coup près volontaire de normalement, c'est trop dur pour toi. Soit tu arrives à le passer, ben, continue comme ça, et puis vraiment, tu tomberas sur potentiellement un autre Ouais. volcan. Soit en fait, tu bloques vraiment, mais t'inquiète pas, tu as fait qu'un tiers de la zone. C'est pour ça que c'est important en fait que vraiment tu commences. Donc là, la carte, bon, c'est vrai que je ne l'ai pas débloquée, c'est vrai que j'ai au milieu. Donc ça, c'est une carte normale de Elden Ring. Donc, il y a voilà, Ouais. t'as vraiment que dalle. Hein. Et elle n'est même pas indiquée. Tu n'as rien qui est marqué de base. Et il faut avoir cette petite pierre-là qui est ici. C'est surtout qui est indiqué sur une carte de base. C'est les routes. Ouais. Et du coup, c'est cet élément-là qui est au milieu de la zone, là, là-bas. Donc, on va essayer de la faire rapidement. Je suis un chevalier d'infiltration. Et en plus, je l'ai raté. Ah merde. Bon, alors les deux, là, on va éviter de les prendre. Hein. On va éviter de les prendre maintenant. Ouais, Attends, pas prendre là.
Je me souviens la première fois que j'ai fait cette zone, il y en a plein que j'ai fait en mode infiltration, tu vois, par derrière comme un petit traître. Ouais, moi, je m'étais amusé, vraiment, c'est là où je m'étais amusé à voir les limites de l'infiltration du truc, genre, jusqu'où ils avaient poussé le concept Ouais, ouais, tu peux les faire par derrière, etc. Du coup, je m'étais amusé un peu. Bon, très vite, j'ai abandonné parce que c'était trop long. c'est ça. Et toi, par exemple, le premier truc, là, j'ai eu une épée, tu vois, genre, Ouais. et justement, ouais, c'est le truc qui t'encourage, là, vas-y, je vais la tester, tu vois. Donc là, bon, il y a des principes de stats, etc. Mm, J'ai pas le minimum requis, donc je vais avoir des malus si je la prends, etc. Sauf à demain, je pense à demain, je vais pouvoir la tenir, peut-être. Ah non, même pas, là, il y a minimum, parce que si je fais ça, je pense que là, je vais peut-être pouvoir m'en sortir. mm. Elle est un peu lente. Mais au pire, on va faire le ninja. Donc là, c'est la première carte qu'on récupère. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est une version un peu nerfée des tours Assassin's Creed ou des tours chez K, ce qui est aussi Oui, dans Breath of the Wild. Une version où on te révèle, par exemple, dans Assassin's Creed, ce que ça fait, c'est que ça te révèle carrément les marqueurs dessus. Là, c'est oui. pour ça que tu révèles les marqueurs sur ta carte, c'est en faisant ça. Là où, en fait, bah, si on regarde la carte que j'ai, en fait, ça me révèle la carte et du coup la possibilité de lire la carte et de trouver ce que je vais faire dedans. Ouais. Là, on a cette chose-là, on se demande, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je peux mettre des Mm, marqueurs. Voilà, tu as plein de trucs comme ça où tu peux dire, ok, ça a l'air massif, qu'est-ce que c'est? Enfin, mm, mm, plein de mm, petites choses comme ça qui sont assez cool, où tu peux vraiment t'amuser à faire tes mini-objectifs de lecture de cartes, comme on parlait. Et pareil, genre, ces trucs-là, tu te dis, bon, bah, c'est quoi ça? Tu vois, genre, à quoi ça mène? mm. Autre chose, c'est plein de petites questions qui, des fois, mènent à nulle part. Hein. Des fois, Oui, c'est là pour habiller la carte et pour rendre le monde cohérent et faire raconter des choses. ouais, C'est vrai que des fois, c'est même pas exploité, et puis c'est pas grave, c'est juste, tu dis, bon, bah, en fait, il n'y a rien à y faire, tu vois. Mais là, tu vois un trou, tu te dis, attends, est-ce que c'est une grotte? Enfin, exactement. quand Ouais, tu as plein ouais. de petits trucs comme ça où la carte est vraiment très cool à lire, en fait. Spoiler Et, alert, ça en est une. ouais, effectivement. Mais comme ça, et toi, la grotte dont tu parlais tout à l'heure, effectivement, elle est à peu près par là, je crois, dans ces eaux-là. Ouais, ouais, Tu peux longer les arbres et tomber dessus. c'est ça. Et voilà, du coup, en fait, c'est que ça. Et en fait, c'est pour ça que le jeu se fait assez intéressant. On parlait tout à l'heure des arbres monde. Et tu vois, donc là, les mineurs, genre là, t'es sur la zone de départ et t'en as genre un là, Mm, un là-bas et un là-bas. ouais, ouais. Ouais, et vraiment, en fait, ces trucs-là sont vraiment des niveaux seconds de. J'ai mon méga landmark qui est l'arbre de vie, là, que je vois plus pour l'instant, puisqu'il est carrément. Mm, Là, il est au-dessus, là. Mais je le vois un petit peu, tu vois, si j'ai vraiment bien la caméra. Et après, tu as ces landmarks-là qui sont quand même, il y en a beaucoup par zone, donc tu sais que, ok, c'est quelque chose de récurrent. Je sais qu'il y en avait qui avaient critiqué le fait que, bah, du coup, ça reproduisait certains boss. Sur les arbres, je comprends, parce que techniquement, la récompense, je ne sais plus ce que ça donne. mm. Ouais. Des trucs pour les potions mystiques, je crois. Je Mm, sais plus. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément grave, parce que par exemple, l'église là qu'on avait vu tout à l'heure, c'est pareil, c'est une église qui se répète. En fait, c'est bien structuré, dans le sens où, quand tu vas à une église, tu as toujours de quoi améliorer ton nombre de potions. oui. Et en fait, c'est quelque chose qui est très important en game design, ça s'appelle c'est la boucle de motivation, qui est Mm, basée sur ton besoin. Et du coup, si tu sais que si tu as besoin d'améliorer tes potions, bah, potentiellement, elle est à ces endroits-là et les trouver, c'est cool parce que tu sais que tu vas les trouver forcément. ouais. Du coup, des fois, la répétition, même si ça peut avoir des défauts, en fait, des fois, elle sert plutôt le game design dans le sens où, en fait, comme je sais que ça se répète et que c'est une règle unique de telle zone est liée à telle récompense, bah, si je veux Ouais. cette récompense-là, je sais que je dois chercher cette zone-là. Et quand tu as un jeu qui est basé sur la lecture de cartes, bah, c'est assez cool. Et du Ouais, coup, je ouais. sais que, ok, là, ça ressemble à des ruines. Bon, ouais, potentiellement, je peux essayer d'en trouver d'autres, genre sur la carte. Et regarder et dire, bon, ça ressemble pas, ça ressemble pas. Et regarder, et je me dis, bon, bah, dans ma zone, j'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres. Ah, peut-être celle-ci, tu vois, par exemple. Mm, ouais. Et du coup, tu peux t'amuser à regarder comme ça. Puis après aussi, visuellement, après, tu verras la ruine et tu diras, est-ce que ça ressemble à mon église? Là, tu reconnais que non. Et après, tu te balades et tu regardes aussi deux visus. Est-ce que tu vois une église là, dans ton champ de vision, etc., etc. Ouais. Ouais, Donc, ouais. c'est vrai que, genre, autant la répétition de boss, où là, effectivement, bon, des fois, on pourrait juste avoir de boss. Hein, ils n'étaient pas obligés de les répéter, hein, certains, en vrai. Mais bon, ça, c'est plus du coup. Mais par contre, des répétitions de lieux, parfois, en fait, c'est pas une mauvaise chose parce que du coup, tu lis le lieu à la récompense. Et quand tu cherches ta récompense en elle-même, bah, tu sais que tu dois trouver le lieu d'abord. Et ce qui est plutôt cool Mm, pour dire qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux naviguer. Et voilà, c'est la boucle de motivation en game design. Et quelque chose d'assez pratique pour ça. ouais. Tout dans la subtilité. C'est ça Voilà, c'est ça. qui est bien foutu, quoi. Mm. Ok, est-ce que tu avais autre chose à commenter sur le world design ou le level design d'Elden Ring? Je crois que j'ai fait le tour en vrai. Ouais, je pense aussi, Ouais, hein. je crois que j'ai fait le tour parce qu'après, ça sera des trucs très micro. Et en vrai, toi, je vais pas faire le pinailleur pour aller sur les deux trois défauts de level design qu'il y a dans certaines zones. Tu vois, genre, c'est pas. Mhm. Enfin, en fait, le jeu est trop qualitatif ou pas. Quoi. Genre, tu dis oui, ils ont foiré trois quatre fois, puis bon, bah tant pis. Quoi, tu vois, genre, Oui. c'est pas très grave. Parce que vrai, moi aussi, j'ai prévu de faire des vidéos sur le guidage où je parlais, je montrais comme des cas où ça marche pas. Il y a une série volontairement d'Elden Ring pour ça. Ouais, genre, le jeu Mhm. est tellement monstrueux que tu le sens par contre. Ouais. Et ouais, je pense, parce qu'effectivement, tu as le château de Lurnia, tu as un endroit où c'est pas très clair, tu as le pont détruit dans le château de Lurnia. C'est genre, vraiment, Oui. tu vas passer sur un pont détruit. Et en fait, comme il est un peu loin, tu as l'impression que c'est la vista. Et du coup, tu le vois pas très bien. Moi, je sais que j'en suis servi dans une de mes vidéos, je m'en servirai pour la vidéo sur le guidage.
Parce que t'as l'impression que c'est la pista et puis tu comprends pas que c'est le chemin suivant. Et en vrai, avec 2-3 détails à la con, tu aurais pu le comprendre plus facilement. Parce que par exemple, même Alex Mongol, dans son playthrough, il fait 3 boucles dans le château avant de voir que c'était ça la suite. Et moi, c'était pareil. Donc là, ça montre, même quand ta cible principale tourne en rond, ça montre qu'il y a peut-être un défaut de guidage pur, genre analysable et contestable. Mais ça arrive tellement rarement dans le jeu que en vrai, vraiment rester dans le potage. On fait avec. On les pardonne sur les quelques défauts. Dans le masterclass, on accepte les petits défauts. Voilà. C'est ça. Ça va. Bah écoute, je pense que là, on arrive à la fin de cette émission. Merci d'être venu sur la chaîne, de nous avoir fait cette petite démo, Clément. De rien, j'espère que vous avez passé le temps. Non, ça va, franchement, enfin, bon, en tout cas, pour ma part, je trouvais ça très bien, très intéressant. Et s'il y en a qui veulent un petit peu suivre ce que tu fais, donc t'as la chaîne YouTube, bloc par bloc, dans laquelle bah, justement tu parles de level design, de game design aussi, parce que tu rappelles l'importance que l'un et l'autre ont. Et je crois que même à la base, t'avais fait sur ta chaîne, c'était plus game design et ça a évolué vers le level design. J'avais prévu de faire une chaîne de level design, parce qu'en français, t'as rien de spécialisé en level design et c'est important. Même en anglais, t'as très peu de choses en réalité. Par contre, en fait, pour parler de level design, il y a des notions de game design importantes à avoir. Parce qu'en fait, les deux sont trop liés. C'est difficile de séparer les choses. Quand tu parles de level design, il y a des notions de game design qui interviennent. Par exemple, quand tu veux faire du level design, la notion de 3C est importante, de savoir ce que tu as entre les mains en termes de caractère, de caméra, etc. Et ça, effectivement, c'est une notion de game design que tu ne peux pas te passer en tant que level designer. Tu as besoin de comprendre, OK, c'est quoi les enjeux d'une bonne caméra, c'est quoi, qu'est-ce que ça t'imposer, est-ce que ta caméra elle est libre, si elle est imposée et fixe, est-ce que toi, ton LD a le droit de sortir, si oui, est-ce qu'on a un système, par exemple, de caméra pan, donc qui se déplace, par exemple, est-ce que ta caméra suit ton personnage centré, du coup, ça impacte le LD, est-ce que sinon, tu as une caméra qui ne bouge pas et ton niveau est compris dans la caméra, du coup, ça, c'est une grosse contrainte, tu vois. Donc, c'est plein de choses, en fait, comme ça, où il y a beaucoup de notions de game design, en fait, qui vont vraiment impacter directement le travail de level designer. J'ai commencé par un peu le game design. Après, j'ai un peu abandonné parce que j'ai mis de côté. Parce qu'en fait, je m'intéresse plus au level design, on va se sentir, c'est mon métier de faire ce staff-là. Mais je vais y revenir. Là, j'essaie de remettre un peu aux vidéos. Là, j'ai une vidéo là, qui va sortir bientôt. Après, je vais reprendre les vidéos. Je n'ai pas fini de l'October non plus. Je parlerai un peu des étapes de conception de niveau. Après, j'ai prévu de reprendre les cours de théorie du level design. Donc, il y aura le guidage. Il y aura comment faire l'analyse de level design, des conseils et des méthodologies. Parce qu'en vrai, c'est pareil, tu trouves pas de méthodologie d'analyse de level design. Pourtant, c'est pas évident. Mais et pourtant, moi, j'en ai une qui, moi, je trouve marche très bien, celle que j'ai appliquée sur le close pour analyser les situations, qui est vraiment simple, efficace, qui s'applique à tout genre de jeu. Enfin, voilà, ça s'applique aussi à du game design d'ailleurs. Donc, je présenterai ça en vidéo. Et après, il y a toute la théorie applicative de l'apprentissage. Et puis, en fait, il y a un côté où je ne veux pas non plus que ce soit trop théorique, parce qu'en fait, il y a une côté très empirique du level design où on doit faire les choses. Donc, c'est aussi pour ça que je vais faire la chaîne, parce que tu trouves beaucoup de contenu sur le level design. Mais du coup, tu as appris des trucs théoriques, mais tu seras foutu de les appliquer dans un moteur, et c'est un peu un truc que je trouve qui me manque sur YouTube. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ma chaîne. Donc, c'est pour ça qu'il y a des blockings dans mes niveaux. Quand je faisais des analyses de la close, j'ai refait des blockings pour montrer que non, en fait, genre, je ne peux pas me contenter de vous donner les défauts. Si je vous montre pourquoi ce que je dis est mieux, je vous le prouve dans le blocking, quoi. Et voilà, et je pense que c'est quelque chose. Après, je comprends que les gens ne foncent pas, parce que c'est très long à faire. Je pense qu'effectivement, pour que les gens se forment et comprennent le level design et mon métier, en fait, concrètement, c'est important qu'ils voient cette partie applicative de non, je ne peux pas me contenter de faire de la théorie et de dire ça c'est mieux, ça c'est mieux. Parce que là, on a vu qu'il y a la théorie de la composition d'image, il y a plein de théories, mais il y a aussi une grosse part applicative de manette en main, est-ce que c'est fun? Et ça, c'est pas la théorie qui va t'aider, il y a des théories pour t'aider à aller vers quelque chose de fun, mais potentiellement ça peut rater pour diverses raisons et pour le mettre en main, le sentir et être capable de dire si c'est bon ou pas. Alors je sais que je te l'avais dit, moi j'avais commencé à regarder tes vidéos, je crois que je l'en regardais 2 ou 3 déjà. J'ai essayé de commencer par les plus anciennes, voilà. Je sais qu'il y a une logique, un certain ordre à respecter. Et j'ai trouvé ça vraiment assez. Déjà c'est pas très long, ça c'est bien. Et on n'est pas sur de la masterclass qui dure des heures, donc tu vulgarises assez bien les choses, enfin en les rendant quand même techniques et tout ça, mais voilà, je trouve que c'est assez bien amené. Et rendre ça accessible pour quelqu'un qui est comme moi, débutant, et qui a besoin d'apprendre les bases, quoi. Et je trouve que c'était bien foutu, et j'ai dû mettre ça en pause parce que trop de travail, mais je compte moi vraiment reprendre les vidéos de ta chaîne, parce que je pense qu'il y a vraiment, enfin en tout cas dans mon cas, où je suis tenté moi justement de travailler dans l'industrie et peut-être faire du level design. Je me dis que sur ta chaîne il y a les bonnes infos pour se former, parce que tu l'as dit toi-même en introduction, enfin sur la première partie, c'est compliqué de trouver des formations
en level design et en plus, comme tu as dit aussi, chaque studio cherche aussi des compétences particulières, ce qui fait que c'est compliqué d'avoir un profil qui va répondre un petit peu tout. Voilà, Pour tout type de level designer, c'est compliqué. Enfin, c'est pas facile de se repérer qu'est-ce que je dois travailler, qu'est-ce que je dois travailler. Et c'est ça qui rend le truc un peu difficile parfois. Ouais. Bah écoute, je te remercie encore d'être venu sur la chaîne, ça fait plaisir. J'espère te recevoir encore à l'avenir. Avec plaisir pour des temps, t'inquiète, hein, sans problème. Et en tout cas, c'était bien intéressant et on va rester en contact. Ça roule. Bah, au plaisir. Ça va, allez, ciao ciao Clément. Ciao. Merci d'avoir suivi Pattern, l'émission dédiée aux jeux vidéo et à son industrie, produite par le média TheGeeks.fr. Ce programme est disponible en vidéo sur YouTube et en écoute sur Spotify, Apple Podcasts et bien d'autres. Si ce contenu vous a plu, vous avez un moyen simple et gratuit de nous soutenir et de nous encourager. Vous pouvez liker, vous abonner et surtout commenter. Vos retours sont importants et c'est bon pour le référencement. The Geeks est un petit média indépendant et pour vous proposer plus de contenu et plus qualitatif, nous avons besoin de votre soutien. Et pour celles et ceux qui le peuvent, vous pouvez également nous faire des dons sur Patreon. Merci encore d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt.